Bonjour à tous et bienvenue pour cet épisode numéro 471 du Basket Lab, le laboratoire du jeu. Et aujourd'hui, c'est la suite et le 14e numéro du Top 100 joueurs NBA 2025, Top 100 participatif avec aujourd'hui Baptiste du NBA Dreamcast Show. Et puis comme d'habitude, pour soutenir le podcast, iTunes, Spotify, YouTube, petit like ou petites étoiles. Bienvenue dans le Basket Lab. Et donc, on se retrouve pour le 14e numéro de notre Top 100 NBA 2025, Top 100 participatif avec aujourd'hui la participation de quelqu'un qui a vu à peu près 1 minute 25 secondes de pré-saison des Knicks. Il est déjà amoureux de Mike Brown. C'est Baptiste, comment ça, Baptiste? Salut Guillaume. Et bah écoute, je vais très bien puisque comme tu l'as dit, ça y est, l'ère d'Ariel Hukporti et de Pacom Dadier est enfin arrivé à New York. Donc ça ne peut que bien aller. Et l'air peut-être des 30 minutes par match et pas plus, non? C'est aussi ça l'idée pour les starters. Ouais, bah ça va faire bizarre à Josh Hart, mais bon, écoute, il va s'y faire. Bon, Baptiste du NBA Dreamcast Show, évidemment, Baptiste fan des Knicks aussi, pour ça que je fais cette blague. Non mais en vrai, est-ce qu'on le regrette ou pas, Thibodeau? On regrette, on était, quoi qu'on en dise, tu vois, c'est un personnage, donc on était attaché au personnage, tu vois. Donc de ce point de vue-là, oui, mais en vrai, non. Genre, je pense qu'on avait tous ce fantasme en nous d'avoir un coach offensif qui a des idées un peu différentes que simplement du pick and roll. Parce que oui, et là tu te dis, oui, avec du pick and roll et Brunson et Towns, oui, t'es top 5 attaque, et c'est pas mal, mais imagine, est-ce qu'on pourrait pas faire encore mieux? Donc je pense qu'on a surtout hâte de voir avec quelqu'un d'autre aussi. Non, mais ce qui est toujours un peu triste, c'est que, enfin, en plus, moi, c'est un bon coach, hein, Thibodeau. Moi, je trouve que c'est un très bon coach NBA. Il y a un peu une réputation caricaturale, mais ok. Non, ce qui est triste, c'est qu'on parle de Thibodeau, mais tu vois, à chaque fois, quand il se fait virer, ben voilà, en fait, c'est plein de monde qui se fait virer, quoi. Il y a tous ses assistants. Ah non, pardon, Rick Brunson est toujours en place au Knicks, hein, on est d'accord. Hein. Il a pas été viré, on est d'accord. Ouais, alors je sais pas pourquoi, mais bizarrement, il a pas été viré, il a gardé son petit poste sur le banc. Donc c'est bizarre, non? Franchement, c'est un peu inattendu, quoi, parce que normalement le coach il part avec tout son staff et tout, mais écoute. On dirait à l'époque du PSG où ça changeait d'entraîneur à chaque fois, mais pourtant il y avait toujours Zoumana Camara qui était toujours l'assistant, tu vois, que ce soit Ancelotti, que ce soit Laurent Blanc, Unai Emery, Tourelle, je crois aussi. Enfin, chaque fois il y avait Zoumana Camara sur le banc. Tu dis ah ok. Ouais, ou Thanasis Antetokounmpo qui arrive à avoir des contrats un peu à volonté, quoi, quand il a envie. Donc, mais bon. Le format, le top 100, donc on a une playlist de 100 noms qu'on a fait sur Twitch avec les auditeurs. On en prend 5 par 5 à chaque fois, on bâtit le classement petit à petit. Donc après 13 épisodes, 5 x 13, ça nous fait un top 65. On aura un top 70 à la fin de cet épisode-ci, Baptiste. Avant de passer à la QI du jour, sur le classement en soi, est-ce que tu avais des revendications et des demandes de reclassement? Alors, de toute façon, je sais que à la fin de cette série, il y aura Dark Vador qui va venir tout reclasser. Mais non, après sur le classement actuel, je dirais que un peu pour en avoir parlé un petit peu en off, mais le trio Mobley, Chet Holmgren et Rudy Gobert, je le trouve un petit peu bas. Par exemple, je trouve que Mobley derrière Franz Wagner, ça me dérange un peu, même si c'est une place, donc peut-être que je chipote un peu, mais je trouve que, enfin, on parle vraiment de 3 joueurs niveau All Defense First Team. Et avec plus ou moins de compromis. Je serais d'accord de garder peut-être l'ordre Mobley, puis Holmgren, puis Gobert, mais déjà avec peut-être un peu moins d'écart entre eux. Par exemple, Gobert derrière Julius Randle, ça me chafouine un peu. Et je pense que voilà, c'est des joueurs qui ont tellement d'impact défensif que ça compense en partie par rapport à certains autres joueurs un peu plus typés offensifs, quoi. Ouais, et même sur le côté de Chet, en dessous de Mobley, moi. Oui. Je suis pas sûr. Pas scandaleux, mais tu vois, j'avoue que j'aurais peut-être tendance, moi, à favoriser un peu le côté shoot et spacing en complément de la défense, plutôt que l'aspect un peu de créateur de Mobley qui, ok, c'est bien quand il a la balle, mais quand il l'a pas, il est un peu plus gênant, quoi. Là où je trouve que Chet est un peu plus, un peu moins créateur, donc un peu moins balle en main, star, etc. Mais en termes de valeur, c'est toujours cool d'avoir un pivot qui shoot. Alors,
tu me diras, en playoff pour l'instant il est met pas, mais shoot donc ça reste théorique, mais tout de même quoi, en saison régulière c'est quand même là quoi. Ouais, et puis on n'évalue pas que les playoffs non plus. Moi je suis d'accord de base, instinctivement comme ça, si j'avais eu genre une QV avec les deux, j'aurais mis Holmgren devant. Aussi parce que bon, Mobley a été depoy, mais tu vois, je dirais, si je dois séparer l'élite de l'élite, je dirais que Chet est un peu un meilleur protecteur de cercle que Mobley. Un tout petit peu, donc ouais, j'aurais mis Chet au-dessus de Mobley, mais bon voilà quoi. En tout cas, j'aurais collé les deux et j'aurais peut-être remonté un petit peu de quelques positions quoi. Je crois que tes mots exacts en antenne, c'est tu m'as dit, t'as été mou du genou sur pour pas pour ne pas appliquer tes principes sur la défense. Non, mais c'est vrai que cette année, j'ai certains cas, j'ai pas autant accentué comme d'habitude l'aspect où moi je valorise beaucoup la défense, notamment la protection intérieure, et que voilà, le fait que un point sauvé en défense, c'est un point sauvé en attaque quoi, et ouais. que t'as une attaque d'élite, une équipe d'élite avec les Wolves qui se fait son beurre surtout en défense, qui est le mec le plus important pour la défense, c'est Gobert, et finalement pourquoi ça serait moins important qu'une équipe qui est moyenne. Par exemple, tu vois, tu prends Détroit, qui, tu vois, Cade finalement porte aussi un peu l'attaque, mais au final, je pense pas que ce soit si différent. Donc c'est vrai que comparé à d'habitude, j'ai été un peu moins the enforcer par rapport à ça. Et peut-être que non, en fait, ce qui me dérange, c'est que je l'ai fait dans certains cas avec Davis qui est quatrième, cinquième, je crois, parce que je valorise beaucoup cette défense et j'ai l'impression d'avoir appliqué dans ce cas-ci. Jaren Jackson aussi, qui est 9e actuellement, qui est très haut, qui est pas un chapeau un créateur, mais de par la défense notamment. Donc je me dis par cohérence, c'est vrai que Mobley, Chet et Gobert me semblent un peu bas, et pourquoi ne pas appliquer le même raisonnement quoi là-dessus. Oui, bah d'autant que tu vois, ça a été un peu un débat Jaren Jackson Jr. vs Evan Mobley toute la saison, parce que c'est à peu près le même profil. Je pense que c'est quand même des joueurs qui ont je suis d'accord que Jaren Jackson est au-dessus parce que l'attaque est vraiment meilleure, le drive, la capacité à se créer son tir, etc. Mais bon, là ils ont quand même 10 places d'écart, donc ouais, moi je resserrerais autour de derrière Trae Young, je dirais, peut-être dans ces eaux-là, ouais, à peu près. Et de qui, de Mobley du coup? Mobley et Chet, et Rudy, je le montrerais, je pense, au moins au niveau je ne sais pas, c'est assez flou dans ma tête en voyant le classement, mais peut-être Desmond Bane dans ces eaux-là, au-dessus de Desmond Bane et Ja Morant. Au niveau peut-être de créateur d'attaque un peu imparfait, genre la Harden, gros volume, scoring un peu mais pas autant qu'avant, Wagner, c'est vrai que par cohérence il faudrait quand même un peu le remonter là-dedans quoi. Je pense. Après voilà, je sais que je suis un peu en décalage avec l'avis de beaucoup sur la pondération de la défense, je l'entends, mais ça me dérange. Ce qui me dérange, c'est que j'ai aussi passé l'épisode à dire non mais en fait il y a moins le narratif que l'an passé, mais en fait il est tout aussi fort qu'avant, Rudy Gobert. Au final il est 20 places en dessous de ce qu'on avait mis l'an dernier quoi. Donc c'est vrai que ça me dérange aussi. Mais d'ailleurs sur Wagner, tu me dis aussi en antenne que Wagner te semblait un peu haut, Franz Wagner. Bah ouais, parce que que j'aime beaucoup, qu'on aime tous beaucoup, parce que profil ultra polyvalent, il peut même être poseur d'écran en attaque, enfin vraiment cool, et défensivement je pense que c'est un des joueurs les plus sous-estimés, parce qu'il a pas forcément il en a pas l'allure, mais c'est un très bon défenseur. Mais je trouve que la création reste quand même imparfaite, pas ultra efficace, pas de valeur de spacing, et du coup tu vois, au-dessus d'un Mobley, bon, du coup, si on remonte Mobley, ça va. Au-dessus d'un Chet, voilà. Mais en fait, même au-dessus d'un Desmond Bane, qui pour le coup est ultra efficace, après, il y a peut-être la défense. Mais même, voilà, moi, je l'aurais passé, on va dire, plutôt au niveau Desmond Bane que Kawhi Leonard, quoi, en gros. Après, moi c'est l'inverse qui me choque quand j'y repense, c'est est-ce que Ja Morant n'était pas un peu bas, en fait? Ouais. Est-ce que Ja Morant n'était pas un peu bas là-dedans? Après, bon, Kawhi, c'est une fausse saison, hein, pour ça qu'il est à ce point bas, Kawhi Leonard. Donc je rappelle le classement, pardon, pour les auditeurs, on a du Cade, puis Trae Young, puis James Harden, puis Kyrie, puis Kawhi, puis Wagner, puis Ja Morant. C'est vrai qu'il est assez bas, parce qu'il y a un peu la taxe de il a moins joué. Mais tu vois, au final, je me demande est-ce qu'on n'a pas un peu trop taxé là-dessus, sur le côté il a moins joué, parce qu'en plus, dès qu'il est sur le terrain, je crois qu'il est top 5 usage de NBA. Donc en fait, quand il était sur le terrain, il était utilisé. Donc au final, est-ce qu'il vaut mieux passer 33 minutes de jeu sur le parquet avec
avec 60 ballons ou n'en passer que 30, mais avec toujours aussi 60 ballons, au final, bon, bah, c'est un peu le même impact, quoi. Ouais, et pour le coup, entre la capacité de création de décalage de Ja Morant et Franz Wagner, c'est un peu le jour et la nuit, quoi. Mais j'irais presque, maintenant que j'y réfléchis, même à le coller à un peu Triangle et Cunningham, quoi, tu vois. Harden, Triangle, Cunningham. Ouais, ça me va bien. Parce que j'y ai pas pensé avant, mais c'est vrai que en fait il y a un côté dynamique aussi dans le scoring et qu'Harden fait une top saison, mais en fait en termes de le playmaking aussi de Ja Morant est cool. Alors il a pas autant la main mise sur le jeu, mais tout de même, et le scoring est tellement plus dynamique et tellement plus volumineux qu'un mec comme Harden que je pense que la comparaison peut se tenir, quoi. Je veux bien un peu mettre une taxe légèrement, de le mettre un peu en dessous de Cade pour le coup. Pour la saison, pas dans la théorie, mais ouais, ok. Bon, on fait ça te tirait du coup. Ça me va bien. Et puis, un truc comme ça. Au-dessus d'Harden, c'est un beau symbole de. Harden n'est plus un driver d'élite quand même, mine de rien, en qualité, en quantité. Et là où Ja Morant a quand même cette capacité à driver presque sur commande, quoi. Donc, sachant qu'on avait déjà remonté du coup Gobert un peu dans cette zone des Cade, Trey et Harden, que Ja Morant devant, derrière Gobert. Comment est-ce que ça me va aussi d'un peu de taxer Gobert nuance négative par rapport au minutage de playoff qui baisse un peu, tu vois. Ça me va. Juste derrière James Harden, moi ça m'allait bien. Quitte à chipoter un peu, ok, très bien. Ok, faisons comme ça. Et d'autres revendications quitte à faire péter le classement dans tous les sens. Ouais, moi il y a un peu le duo Houston en 50-51, Fred VanVleet et Jalen Green. C'est quand même des scoreurs ultra inefficaces, pas grand chose au playmaking. Défense neutre, on va dire, parce que malgré tout, Fred VanVleet, peut-être Fred VanVleet un peu moins, mais parce qu'il y a cette capacité, il y a des très bonnes mains défensives, mais au final, je vois pas une énorme valeur, même s'il y a de l'usage. Enfin, c'est pas là-dessus que se faisait la valeur de Houston. Et tu vois, juste pour dire, VanVleet, je pense que c'est un beau 8 sur 10 quand même en défense. Mais sur un poste qui est le coefficient il est x2, alors qu'un pivot il va être x10, quoi, en fait. Donc il y a aussi ce côté. Il est quand même bon, je trouve, mais pour le rôle, et qui est un rôle moins grand que, tu vois, si tu me disais il avait un peu le rôle de Harrison ou un rôle carrément d'un pivot à la Gobert, ça serait démultiplié, mais je suis d'accord que ça reste un premier rideau. Et puis aussi le côté, en fait, les deux sont hyper inefficaces, mais tu me diras, Nembhard aussi, quoi. Et est-ce que c'est pas un peu tout ce groupe ensemble qu'il faudrait un peu peut-être descendre? Je ne sais pas, mais en même temps, tu vois, derrière, il y a quoi? Il y a des Toumani Camara, Najee Marshall, c'est un peu de création, mais pas la folie. Hachimura, c'est un 3&D. Harrison Barnes, c'est un 3&D. En fait, le truc qui me choque un peu, c'est toujours le jeu des classements. Il y en a deux qui ont un gros écart. Donc, est-ce que c'est ceux qui sont au-dessus qui sont trop hauts ou ceux qui sont en bas qui sont trop bas? Mais en fait, tu vois, à choisir en termes de valeur, je pense qu'un DiVincenzo a beaucoup plus de valeur que Jalen Green. Parce que il y a le shoot en mouvement. La défense est, je pense, même peut-être un poil meilleur chez DiVincenzo. Il y a tout ce côté, ce dynamisme, quoi, vraiment ce jeu off-ball. Donc moi, c'est un peu là-dessus, mais du coup, est-ce que ça veut dire qu'il faut monter DiVincenzo ou baisser les autres? C'est vrai que c'est pas évident. J'aurais peut-être plutôt tendance à dire qu'au final, il faut peut-être monter DiVincenzo, quoi. Oui, mais on peut faire un peu les deux. DiVincenzo, j'allais dire, il n'y a pas plus grand fan, mais il y a peut-être toi aussi, de DiVincenzo, sur tous les Knicks, le tous profil. Les Knicks. Mais, je suis pas fan des Knicks, moi, attends. Non, mais je suis très fan. Après, c'est vrai qu'il a un peu moins joué cette année. Et tu vois, on l'a mis dans la playlist, je m'en suis rendu compte après, il était à 27 minutes, je crois, par match. Alors, heureusement, il y a des passages gros titulaires, donc ça le sauve un peu. Mais je crois qu'on avait voulu un peu taxer ça, mais je suis d'accord qu'il faudrait peut-être un peu le remonter. Est-ce qu'il faudrait pas que les deux groupes se rejoignent un peu tu vois, peut-être niveau Devin Vassell ou un truc comme ça. Peut-être un peu en dessous, je ne sais pas. Mais niveau Devin Vassell, après Toumani Camara, moi j'aurais remonté, tu vois, DiVincenzo au niveau de Kobe White, ça me choque pas, quoi. Ça me choque pas du tout. Oui, c'est vrai. Pour être honnête.
Après, tu vois, pour moi, il y a un côté où il y a une espèce d'effondrement de niveau à partir de Ludort McDaniels, tu vois, où j'ai l'impression qu'il y a quand même des top joueurs ultra valuable, précieux en français jusqu'à là, que ce soit, bon, il y a les stars numéro 2, il y a tous les pivots, Miles Turner, etc. Il y a même des créateurs, des Porzingis, des Gordon, Josh Hart, et après, il y a un truc où, qu'est-ce qu'on fait de ça, quoi? Qu'est-ce qu'on fait de Kobe White? Qu'est-ce qu'on fait des créateurs un peu inefficaces? Qu'est-ce qu'on fait de Toumani Camara, Harrison Barnes, qui sont des 3&D, plus ou moins 3, plus ou moins D? Et ouais, pour moi, il y a une espèce de cassure, en tout cas, cet endroit du classement, quoi, pour le coup. Ouais, je suis d'accord, mais du coup, c'est un peu, en fait, tu tombes très vite sur, du coup, des vrais role players, j'ai envie de dire, des joueurs un peu plus de seconde zone. Et, enfin, honnêtement, tu vois, si tu fais qui est le meilleur role player, bah, DiVincenzo, je pense qu'il sort, je défends DiVincenzo beaucoup, mais il sort, tu vois, avant Kobe White. En vrai, je trouve le cocktail du joueur beaucoup plus valuable que celui de Kobe White, même qu'Andrew Nembhard, parce qu'Andrew Nembhard, il n'y a pas forcément un méga, enfin, il n'y a pas le shoot est pas du tout au même niveau. Enfin, je le trouve plus valuable, en fait, tout simplement. Après, il y a la taxe du minutage, je sais, mais peut-être que je la prends pas assez en compte, mais juste sur la valeur du joueur et la valeur de chaque minute passée sur le terrain, en fait, je pense que, ouais, Lou Dort et McDaniels, il y a le côté, bah, c'est des joueurs All-NBA en défense, quoi. Et en plus, il y a plus ou moins le shoot ou plus ou moins d'autres choses en attaque. Mais en fait, je pense que derrière, ouais, c'est DiVincenzo le meilleur role player, quoi, facilement. En fait, il y a des mecs que je veux bien descendre, mais quand je regarde qui y a derrière, je me dis, c'est pas ça, la folie. Ouais. Donc jusqu'où je les descends et qui je fais remonter à la place, quoi. Exactement. Ouais, on est d'accord. Bon, ok, faisons comme ça alors. Remonte un peu DiVincenzo, ça me va, vers ce groupe-là. Et donc la cuvée du jour, on peut y aller. Belle cuvée aujourd'hui. Tu as eu du Tyrese Maxey, tu as eu du Naz Reid, tu as du Bam Adebayo, du Walker Kessler et du Jalen Williams, champion NBA. Petite question traditionnelle avant qu'on en parle en détail un par un. Comment est-ce que tu classes ces 5-là en premier jet? En premier jet, j'ai pas mal hésité. Ça peut peut-être surprendre, mais sur le 1 et 2, je pense qu'au final, j'ai pris Jalen Williams. Ensuite, j'ai pris Bam Adebayo. Ensuite, j'ai beaucoup hésité, mais j'ai quand même fini par prendre Tyrese Maxey, Naz Reid et Walker Kessler, mais Walker Kessler, je peux complètement changer d'avis. Hein. Voilà, je préfère te le dire, mais voilà, c'était un peu ça l'ordre que j'avais. Ok, je t'avoue que je partais plutôt sur Bam numéro 1, comparé à Jalen Williams, mais c'était avant d'en parler, on va en parler en détail justement. Et puis après, ouais, Maxey numéro 3, et j'ai l'impression que Naz Reid et Kessler sont un peu plus loin, on va dire, que de Maxey. Mais ok, alors maintenant, il faut en parler, c'est pour ça qu'on fait les podcasts, et donc allons-y en détail. Bah tiens, commençons par Tyrese Maxey, qui est bien assis au milieu de nos classements respectifs. Donc Maxey, je te fais le topo, 38 minutes par match, 52 matchs cette saison, 26 points, 6 passes de moyenne quasiment cette saison également. On est sur du 30% d'usage, et en termes d'efficacité, on est moins 2% relatif à la moyenne, donc grosso modo au niveau de la moyenne NBA. C'est un peu le propos principal. Pour te lancer, on est sur une saison où il a pu profiter d'avoir plein de ballons parce que c'était un peu l'hécatombe côté Sixers. Ouais, bah plus il passe pour la première fois de sa carrière les 30% d'usage. Alors il y a plusieurs choses. On peut dire premièrement que bon, c'est pas forcément une franche réussite parce que bah toute la valeur de Maxey sur ses années Harden, etc. et pourquoi on l'aimait bien, c'est parce que c'était quand même un joueur ultra efficace. Et cette année, il est un peu inefficace, mais il est inefficace parce qu'il a pas bien shooté, quoi. C'est un joueur qui a été quasiment à 40% en 2022, 23 et 24. Et là, il était à 34%. Donc, ça joue aussi dans la valeur du joueur, évidemment. Mais enfin, dans la valeur de sa saison. Mais je pense que, intrinsèquement, ça reste un meilleur shooter que ce qu'on a vu. Après, je pense que, là, ça fait 2 saisons avec les blessures d'Embiid qu'on voit un peu les limites du profil. Pas tant en défense, parce qu'au final, je trouve qu'il a pris pas mal de muscles depuis qu'il est arrivé en NBA. Et du coup, ça va défensivement, même si c'est pas un plus. Mais surtout en attaque, en fait, je trouve où, c'est pas un joueur qui a le passing, qu'il a jamais eu, qui a jamais la manipulation visuelle. C'est un joueur qui est très à une seule vitesse sur ses drives.
Et du coup, ça joue un peu contre lui. Alors, il perd très peu de ballons, ça c'est cool, mais ça se voit. C'est un joueur qui est très orienté scoring en fait. C'est un joueur qui fait plutôt du scoring plutôt que du playmaking. Et puis du coup, ça l'empêche un peu d'être un ball handler principal, quoi. Oui, il manque un peu pour moi, s'il y avait un passing plus développé, il y aurait une capacité un peu à exploiter les décalages qu'il peut générer, en fait, de par son drive. Et en fait, on aurait peut-être affaire à quelqu'un qui serait d'un calibre supérieur, quoi. C'est-à-dire au NBA, first, second team, quoi. Parce que c'est vrai que le scoring est à ce point, alors intéressant. On est quand même au niveau de la moyenne, comme tu dis, on n'est pas non plus beaucoup plus haut. Mais il y a un côté bip bip qui, je pense, dans la bonne attaque, et en un sens, ça l'est, l'attaque de Nick Nurse. Une attaque un peu orientée sur le drive, justement, avec un peu la weave offense, où il y a, avec des vagues dans le périmètre, le ballon va dans un sens, dans l'autre, on sait pas, ça arrête pas de bouger dans le périmètre avant de enfin attaquer. Donc, je pense que ça peut être un peu, moi j'aime bien toujours un peu faire la comparaison avec Tony Parker, en fait, qui avait pas non plus un passing, manipulation de défense, etc. Mais dans le système, dans la motion des Spurs, en fait, c'était la première étincelle qui créait le décalage. Et ensuite, c'est pas lui qui allait chercher directement, tu vois, la passe corner opposée, etc. C'est juste, bah tiens, une fois que je crée un peu la différence, l'avantage, je lâche la balle et le reste des Spurs, pour caricaturer, fait un peu le reste du travail en termes de fond de jeu, de extra passe. Et je pense que ça peut être un peu un rôle comme ça pour Maxey, à terme, on va dire, mais je parle de ça parce que c'est un peu la théorie idéale, mais qu'on n'a pas eu totalement ça cette année. Et le point principal, c'est que pour moi, c'est un shooter d'élite, mais comme tu dis, qui a mal shooté cette année, mais aussi pour des raisons. C'est-à-dire qu'il y a de plus en plus de pull-up à 3 points aussi, quoi. On n'est pas juste sur un mec de catch and shoot qui apporte un spacing. Je pense que le pull-up, ok, il peut le mettre, mais tu vois, ça fait quand même 2 années d'affilée qu'il est à 32% sur les pull-up à 3 points. Sachant que la moyenne des pull-up est un peu plus basse, que la moyenne des 3 points normaux. Mais tout de même, c'est pas fou, et surtout, il y en a de plus en plus. Tu regardes un peu à quel point est-ce qu'il est assisté à 3 points en carrière. Cette année, il est à peine à 1 tiers sur 2 qui a assisté à 3 points. Donc, le reste, l'autre moitié, c'est autogénéré. Alors qu'en début de carrière, on était à 81% de paniers assistés à 3 points, 72, 70, etc. Donc, en fait, ça chute de plus en plus. Et je pense qu'on peut pas forcément, on peut pas décorréler ça du fait que Paul George était sur une jambe, et encore même la jambe était un peu gangrénée, quoi. Et Embiid, carrément, les deux, elles étaient coupées, ces deux jambes. Donc je pense qu'il y a un peu un côté où le rendement était moins intéressant qu'on aurait pu, mais aussi parce que le rôle était un peu plus grand que ce qu'il aurait dû. Ouais. Et après, si on fait aussi, du coup, il y a ça, du coup, il y a le fait qu'il y a de plus en plus de pull-up. Et il y a aussi le catch and shoot où il a mal shooté aussi, quoi. Enfin, pour dire les stats, pour un peu prolonger ce que je disais avant, mais en 22, c'est 45% en catch and shoot. En 23, c'est 44. En 24, c'est 44. Et cette année, c'est 34. Enfin, l'année dernière. Sur du catch and shoot. Donc, il y a un peu une perte là-dessus. Plus le côté volume où il a pris 2 fois plus de pull-up que d'habitude, en gros. Et du coup, t'as un peu l'efficacité qui chute. Et c'est dommage parce que, tu vois, dans le côté bip bip, c'est quand même un joueur qui, je trouve ça assez fou, qu'il arrive à avoir toujours. Alors, c'est pas forcément toujours méga efficace. C'est pas le driver le plus efficace de NBA parce que je pense il a plein de limites parce qu'il est pas ultra vertical, etc. Et qu'il a pas forcément beaucoup de finition main gauche et la série contre les Knicks il y a 2 ans, elle était un peu marquante là-dessus. Malgré tout, c'est un joueur qui arrive à aller au cercle sur 32% de ses tirs. Et ça a pas bougé. C'est une constante depuis le début de saison. Et comparé, tu vois, à un joueur comme Quickly, il est un peu plus dans la nuance, etc. Et moins d'accélération, mais aussi parce qu'il est un peu moins rapide. Et tu vois, c'est un joueur qui va être beaucoup plus sur le flotteur. Donc, mine de rien, je trouve ça, c'est impressionnant d'avoir cette force de drive, entre guillemets, en quelque sorte, quoi. Mais la pression au panier, ouais. Pression au panier. Le problème, c'est la finition qui est pas toujours top, quoi. T'as parlé un peu des limites de taille. Il est petit, il a pas des bras immenses, ouais. Il joue un peu en dessous du niveau du panier, et pas que un peu. Le toucher est quand même très très cool, mais il y a pas non plus une capacité à attaquer le contact ou à générer des tonnes de lancers francs. Et ce qui fait que
contrairement un peu à son image, je ne sais pas, mais en tout cas, en termes de productivité en fin de drive, il est milieu de tableau, quoi. Même, tu vois, sur 80 drivers à plus de 8 par match, à peu près, il est 49e, quoi. Donc, on est moyenne de NBA, quoi. On n'est pas plus, alors que on aura envie de se dire, avec un tel premier pas explosif, en fait, ça peut être un des meilleurs, ou c'est déjà un des meilleurs drivers de NBA, alors qu'en vrai, ça ne l'est pas totalement. Mais en fait, voilà, il y a un peu toujours ce côté du rôle qui pour moi vient un peu pondérer, mais en même temps, sur 2025, nous, l'exercice du jour, c'est d'évaluer ça, quoi, d'évaluer ce qui s'est passé, même si c'est peut-être pas ce qu'il faudrait qu'on ait au final. Mais tu vois, j'ai parlé des 3 points, mais même au général, c'est son plus petit score de panier assisté en général de sa carrière. On est à peine à 37% de panier assisté, alors que je trouve qu'une de ses forces, c'est un peu d'être un peu un mec qui fait les deux, quoi, un peu à 50-50 on et off ball. Mais là, voilà, là sans Embiid, sans Paul George, sans un vrai Paul George, on va dire, il a dû un peu plus forcer. Et oui, donc le côté passing, on l'a déjà dit, mais qui est pas ouf. Heureusement, le bon point, c'est que tu fais pas perdre de balle, mais c'est vers moitié vide à moitié plein, quoi. C'est comment est-ce que tu vas interpréter cet élément-là. Mais la défense, alors qu'est-ce que tu penses un peu de sa défense cette saison? Bah, en vrai, sur cette saison, j'ai pas l'œil le plus aiguisé parce que on n'a pas regardé forcément tous les matchs des Sixers et je pense que c'était pas le contexte. En fait, ce qui est fou, c'est que sur les matchs des Sixers que j'ai regardés, alors qu'au début de sa carrière, c'était à peu près hors playoff, mais à peu près systématiquement la cible qui était recherchée par les attaques adverses. Et là, en fait, avec André Drummond, avec Gershon Yabusele, qu'on adore, il était même presque pas ciblé parce qu'il y avait pire que lui, quoi, j'ai envie de te dire. Ouais. Après, je pense que c'est comme dit, je trouve, j'ai peut-être encore trop l'exemple de la série face aux Knicks en tête et du panier miraculeux qu'il avait mis au match 4 ou je sais plus, mais je trouvais il était finalement assez costaud, il était devenu un peu plus costaud qu'il ne l'était sur ses 2 premières saisons et que ça lui permettait d'être un peu moins négatif que sur les débuts où en plus de sa petite taille il était très maigre en fait. Là il est un peu moins maigre je trouve, même si c'est pas la folie. Après je vais pas aller jusqu'à dire que c'est un positif en défense et tout ça, c'est pas si mal sur les lignes de passe, mais bon sans plus quoi, sans plus. Bah, c'est un peu le truc notable cette année, c'est que quand tu connais pas le contexte, tu regardes les stats, tu dis il est monté à 2% de steal percentage. C'est génial. Oui. Après, c'est aussi les schémas de Nick Nurse qui sont là pour encourager et pour créer ces pertes de balles. Donc tu vois, il y a aussi un contexte à remettre en place là-dessus et de se dire, bon, il était d'habitude autour des 1% de steal percentage, ce qui est assez banal. Il monte à 2 d'un coup, tu te dis, il devient élite. En fait, non. Il y a aussi un contexte autour, quoi. Et c'est un peu le cas de tous les Sixers. Mais ok, alors avec tout ça, qu'est-ce qu'on fait du package Tyrese Maxey? Je pense que ça va être dans le tiers un peu, les créateurs qui sont pas forcément des tu vois, Jamal Murray, Jaylen Brown, où c'est, on va dire, à peu près average en termes d'efficacité, et y a pas un passing de dingue, peut-être juste en dessous de cela, tu vois, juste en dessous de Jaylen Brown, parce que peut-être que Jaylen Brown, même si c'est un mauvais défenseur off-ball, il y a au moins peut-être la défense on-ball, je ne sais pas, même si encore que c'est peut-être un peu surfait. Je crois que je préfère aussi un peu l'attaque de Brown. Pour le coup. Alors, il fait pas une bonne saison d'efficacité. C'est ce qui est un peu dommage. Il est un peu moins efficace que d'habitude. Mais il y a un côté, tu vois, point de fixation en post-up, alors sur des mismatchs, mais qui fonctionne bien. Il y a du passing, il y a un peu de shot making à 2 points sur de la création pure. Donc je crois que je mettrais légèrement Brown au-dessus, en plus pour la défense, comme tu dis. Mais ça me va d'aller taper dans cette zone, ouais, effectivement. Mais alors du coup, est-ce que parce que Thomas Dufont a failli faire un AVC sur Desmond Bane mais je peux comprendre, Desmond Bane à ce point devant. Est-ce que ça te paraît logique ou pas par rapport à Tyrese Maxey, ou est-ce qu'on n'a pas un peu surclassé Desmond Bane? Que là, Bane, il est quoi? Il est top 20 et Tyrese Maxey serait top en bas du top 30, quoi. Est-ce qu'il y a un tel écart, sachant que Bane, que j'adore, c'est vrai qu'en y repensant, il est à 20% d'usage, quoi. Et alors que là, on a des Maxey, on a des Brown, on a des Murray qui sont à 30, quoi. Donc c'est quand même un énorme volume. Après, c'est vrai qu'en plus les profils, tu vois, le côté un peu off-ball, on-ball, voilà, tu peux un peu créer, etc. Ça se ressemble pas mal. Je sais que, enfin, moi, genre, ce que j'aime bien avec ce genre de profil, c'est le côté on et off-ball, tu vois, que peut avoir aussi, du coup, Desmond Bane.
ça donne beaucoup de valeur. Mais ouais, l'écart me paraît... Enfin, en y réfléchissant comme ça, l'écart paraît grand. Mais d'un autre côté, Desmond Bane a quand même, je trouve, plus de passing et peut-être un poil plus de drive, j'ai envie de dire, cette année. Mais surtout un peu plus de passing que Maxey. Mais ouais. Est-ce qu'il a plus de passing? Parce que Maxey a peu de passing pour des standards de meneur. Desmond Bane a acquis du passing pour des standards de... T'étais un shooter, on n'attendait rien. Mais je crois qu'il n'y a pas non plus un écart si grand que ça. Hein. Mais peut-être légèrement. Hein. Mais je pense qu'on est à peu près même niveau. C'est juste qu'on a un peu des standards, des attentes différentes en un sens, tu vois, par rapport au poste, on va dire. J'ai l'impression. Ouais. Mais bon, après, Desmond Bane a fait une saison où il a bien shooté, il a été efficace, enfin, encore que pour ses standards, c'était pas sa meilleure saison. Mais du coup, tu descendrais Desmond Bane? Ou tu remonterais tout le groupe Mais pas au niveau de Maxey, mais peut-être couper un peu la poire en deux, tu vois. Derrière Jimmy Butler, ouais, c'est pas choquant. Je vois qu'il y a Zubac qui est par là, qui fait quand même une top saison défensive également. Ouais, c'est vrai. Peut-être d'ailleurs Randall est un peu haut d'ailleurs. Est-ce que Randall aussi devrait pas être dans un groupe de créateurs? Lui non plus, il n'a pas un gros volume. Oui, je suis d'accord. Parce que j'adore Desmond Bane, mais tu vois, Bane par rapport à Sabonis, c'est vrai que ça se débat. Sabonis, c'est un peu le malus de la défense, c'est vrai. Mais Sabonis, c'est quand même un peu plus le système de son équipe, là où Bane est un excellentissime joueur secondaire, mais que joueur secondaire, quoi. Donc, tu vois, maintenant qu'on y réfléchit par rapport à Maxey, c'est pour ça que j'enchaîne maintenant, mais par rapport à Maxey, Brown, Murray, je me dis peut-être Desmond Bane plus intéressant, mais sur moins de ballons. Est-ce que au final, ça compense pas un peu et qu'il faudrait pas que les deux groupes soient un peu proches, quoi, tu vois? Ouais, ça fait sens. Et puis, si on a remonté aussi Rudy pour la défense, en soi, Zubac, c'est ça, ouais. On peut aussi le remonter un peu pour la défense, quoi. Donc Desmond Bane, tu vois, j'aurais pas de mal à le voir descendre derrière. Bon, Chet, du coup, on l'a remonté, derrière Butler, et derrière Zubac et Gobert au final, et avec Sabonis et Randle, Banchero, quoi. En fait, ça m'irait bien, pour être honnête, que Banchero, Randle et Sabonis soient à peu près collés quelque part, tu vois, parce que oui, c'est pas faux. C'est un peu le même type de joueur aussi, quoi. Donc on descend au final Bane carrément dans le groupe Fox, Tyler Hero, Jamal Murray, Brown, alors c'est ça. Tout en haut de ce groupe aussi. On peut le mettre tout en haut de ce groupe. Ouais. Très bien. Faisons comme ça alors. Et donc petit quiz pour terminer. Nous sommes le 19 janvier 2025. Bon, t'es pas surpris pour les quiz, hein, toi Baptiste, toi tu t'y attends. C'est un dunk facile, un dunk contre les Milwaukee Bucks. Mais qui est sur le terrain en ce 19 janvier 2025? Et Tyrese Maxey a mis un dunk. Donc Tyrese Maxey est sur le terrain. Oui. Gershon Yabusele. Gershon n'est pas sur le terrain. Mais... Paul George. Janvier, non pas janvier. Justin Edwards. Exactement, Justin Edwards, tout à fait. Quentin Grimes. Et pas Grimes, non. Je crois qu'il est encore à Dallas d'ailleurs, Grimes en janvier. Ah oui, tout à fait. Donc attends, c'était Caleb Martin qui était. Caleb Martin. Alors il y était, mais pas sur le terrain. Du coup, on a quand même un très très vieux. Un très très vieux. Vieux du côté de Philadelphie, on est d'accord. Draft 2008. Oui, Sixers. Draft 2008. La fac de l'Indiana. Je sais pas. Là, j'allais dire Drummond, mais c'est pas 2008. Non, il a fait un bac court à 3 aux Pelicans. Oh putain, Eric Gordon. Exactement, Eric Gordon avec Tyreek Holiday à l'époque. Eric Gordon est sur le terrain et les deux derniers, je pense qu'ils sont un peu introuvables. Adem Bona, je sais pas. Non, quand je te dis introuvable, c'est introuvable. Alors il y en a un. Eric Council peut-être, mais il y a un joueur, je suis en train de tomber amoureux. Est-ce que tu vois qui c'est? Je t'en ai parlé déjà. C'est un joueur du coup un peu hipster, quoi. Un peu hipster. Non, un joueur drafté assez haut, mais que moi je suis très très haut sur lui. Ah, Castle. Exactement, Castle. Alors, il s'appelle pas Castle, mais Château. Il y a quelqu'un qui s'appelle Château aussi. Non, bon, il s'appelle Castleton. Castleton. On a un Castleton sur le terrain. Attends, Ah oui, on en fait des tonnes. Exactement. Et après, bon, je suis pas sûr que tu l'aies. C'est un ancien auteur très connu du Saturday Night Live. Bon, non, tu l'auras pas. Non, c'est Downton Jr. Qui était sur le terrain aussi. Je crois que je suis un peu trop fort parce que c'est même impossible de faire deviner. Et l'autre côté, alors côté Bucks,
Côté Bucks, Yanis Antetokounmpo. Pas sur le terrain, non. Quoique, ouais, vu les noms, là, ça doit être aussi du bon garbage time. Donc, non, c'est début de deuxième quart-temps. Ah ouais, ok. Et donc c'est les bancs. le banc des Sixers. Brook Lopez. Oui. Brook Lopez, Gary Trent. Exactement. AJ Green. Non. Ah, quoique, non, pas avec Gary Trent. Lillard, s'il n'y a pas Yanis, il exactement, le buyout le plus cher de l'histoire de la NBA. Et après, Taurean Prince. Non, pas Taurean Prince. On a quelqu'un qui avait foutu une patate à Mirotic. Ouais, c'est Bobby Portis. Et le dernier, je pense que comment dire. Je pense que s'il faisait un 1 contre 1 face à un plot, il perdrait 11-9, tellement il bouge plus en défense. Chris la malice, Chris Middleton. Chris Middleton, ouais. Donc on enchaîne notre deuxième joueur du jour. Tiens, allons sur Naz Reid, si tu veux bien. Naz Reid, le cas un peu complexe de Naz Reid, qui est pas si facile que ça. 27 minutes par match pour Naz Reid, 80 matchs cette saison, 14 points et 6 rebonds de moyenne cette saison. 21% d'usage, donc c'est quand même pas si mal que ça pour un mec qui joue 27 minutes par match. Au niveau efficacité, on est pile au niveau moyen de NBA. Et pour te lancer, on est sur quelqu'un qui aujourd'hui est peut-être calibre top 100 parce qu'il a pris une place de plus en plus grande en tant que remplaçant en fait. Ouais. Et je sais pas ce que t'en penses, mais je dirais que la théorie du joueur est peut-être top 60, 50 NBA, mais on n'est pas encore tout à fait, tout à fait on n'a pas, la réalité n'a pas rejoint la théorie, quoi, entre guillemets. Donc c'est un joueur assez bizarre parce que c'est un peu en fait aux Wolves quand il rentrait il jouait souvent finalement avec soit Randle soit Gobert, mais souvent avec Randle, et t'avais bizarrement mais la configuration défensive qui changeait parce que du coup tu pouvais un peu faire du switch all, mais surtout en fait la valeur de ce joueur elle est assez simple, mais c'est un joueur qui prend 1 tir sur 2 à 3 points et qui, pour sa taille, est à, combien il est cette saison ? 38%. Donc c'est un peu ça. Le joueur, il est un peu vite résumé, quoi, j'ai envie de dire, avec ça, quoi. Bah, c'est vrai que si tu vas voir un peu sa shot chart, t'as l'impression que c'est genre PJ Tucker, quoi. Quoique Tucker prenait pas autant de tirs au panier, mais t'as vraiment la shot map d'un 3&D, quoi. C'est-à-dire plein dans le périmètre et plein au panier, mais rien entre les deux. Et c'est vrai je pense qu'il y a un côté où la théorie est géniale, parce que la théorie, quand tu l'as décrit, tu dis c'est un mec de 6'10", qui est peut-être l'athlète le plus fluide, Wemby à part, hein, mais un des athlètes les plus fluides pour un mec de 6'10" en NBA actuellement, qui pas que fluide off ball, mais aussi balle en main, en fait. Je pense que c'est un des meilleurs drivers de NBA chez des mecs de 6'10", un peu secrètement, parce que tu vois, c'est un truc Wemby un peu encore, hein, le dribble notamment. Je pense que Naz Reid, lui, il l'a, le côté vraiment dribble de plutôt bon niveau. Par contre, c'est vrai que voilà, tu décris ça, tu dis en plus le mec a un 3 points, tu dis ah ok, waouh, génial. En plus il a des très 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 longs bras, donc il peut défendre plutôt bien, switch all et du coup protection de panier avec sa taille. Tu dis ah ouais, c'est génial. C'est un top 20. Dans la pratique, c'est vrai que on est sur quelqu'un qui, tu vois, en termes d'efficacité, on est au niveau moyen de NBA. Donc on n'a pas non plus un surplus énorme. Et d'ailleurs, je crois que j'avais noté quelque part là, au niveau de ses drives, c'est sympa, hein, mais on n'est pas non plus genre ah tiens, en fait il fait très peu de drives par match, mais c'est un des top 5 de NBA. C'est une arme un peu secrète à aller développer, etc. C'est pas mal, mais c'est pas la folie. Et non, le passing aussi. Moi, il manque un peu le passing chez lui, ce qui fait qu'on a un peu un truc où la théorie, tu te dis en fait c'est le pivot du futur. Et en un sens, oui. Dans la pratique, il manque 2-3 éléments qui ne sont peut-être pas des détails, quoi. Tu vois, cet aspect de soit il faudrait être un score un peu plus implacable, le mot que j'aime bien utiliser à chaque fois, soit sinon mélanger avec un peu de passing. Mais là, on a une espèce de comment dire, une espèce de Norman Powell de 6-10, tu vois, un truc comme ça. Alors c'est intéressant Norman Powell, mais dans la théorie, tu te dis un pivot, le pivot moderne du futur, tu pourrais te dire ah oui, ça va être un top 30, quoi. Alors qu'en fait, ça l'est pas encore. Ouais, et en plus, ce qui est un peu plus fou c'est que je trouve que même sur le passing, t'as des flashs qui sont assez impressionnants, parce que c'est, tu vois, je trouve que c'est un très bon joueur, enfin, sur ses flashs en tout cas, même de passing en mouvement, en fait, de passing après le dribble.
parce qu'il a un tel bon dribble qu'il y a certaines séquences où tu te dis ah ouais en fait c'est un vrai porteur de balle quoi. Le problème c'est que c'est pas tout le temps parce que bon voilà et surtout tu vois pour finir un peu sur le scoring, en fait t'as l'impression qu'il est tellement fluide que il provoque aucune faute quoi. Et Ouais, ça pour le coup c'est un vrai souci ou un truc qu'il a. Je pense pas qu'il l'a perdu parce que c'était un rôle différent avant en fait depuis que c'est le joueur qu'il est vraiment, c'est un joueur qui va très peu au contact et qui va faire des très très grands pas, des Eurostep assez impressionnants pour éviter son défenseur, etc. Des lay-up, des reverse lay-up avec la planche, c'est magnifique, mais au final enfin, ça reste un joueur de 6-10 qui évite le contact, quoi. C'est Alors, assez... en fait, ça reste un driver. Pour ça que tu vois, je sais pas si t'as la stat en plus, free throw rate plus de Nasrid, mais en tout cas, au niveau de cleaning the glass, il est à 7% de shooting foul percentage. 7%, ça doit être un des pires ou un des 3-4 pires parmi les pivots. Après, c'est aussi parce que il fait 6-10, mais c'est un driver. Donc, alors, c'est pas bien parce que on aimerait qu'un driver puisse créer du contact tout de même. Mais tu vois, c'est pas non plus comparable, je pense, à des Gafford, des Lively qui vont être autour du panier, faire du catch and finish, donc gratter plein de fautes là-dessus. Mais tout de même, quoi. Tout de même, tu t'attends à ce que, voilà, j'ai dit plein de très bonnes choses sur le drive dans la théorie. Dans la pratique, c'est cool d'avoir un toucher et des longs bras où tu peux scorer autour ou par-dessus. Mais c'est là où, voilà, tu vois, j'ai trouvé la stat, on est à 1,06 points par possession sur des tirs en fin de drive. On est en dessous de la moyenne, quoi. Alors que, dans la théorie scouting, tu dis, regardez le dribble, regardez la fluidité, regardez tout. Et ce qui fait que, c'est un peu comme ça que moi j'explique le côté, pour l'instant, scoring, qui est sympathique, mais qui est pas non plus génial. Et en fait, là où pour moi il a gratté des minutes, c'est que c'est plutôt la différence, avec le fait que Gobert est pas un bon attaquant du tout, quoi. Donc c'est pas un Nasrid qui est genre à un niveau génial, mais c'est plutôt que Gobert forcément était moins attaque. Et donc Finch cette année a quand même préféré finir certains matchs, même pas mal de matchs, avec la doublette non seulement switch all mais aussi offensive de Randle et Nasrid. Mais après tu vois, pour nuancer encore ma nuance à son propos. Je sais pas à quel point c'est aussi lié à son rôle un peu spécifique, tu vois. Et peut-être que, je dis n'importe quoi, mais si un jour il a son équipe, ou si Randle s'en va, ou si Gobert s'en va, peut-être qu'il va plus être utilisé en point de fixation, en post-up, peut-être que du coup le passing, il aura des play calls pour lui, etc. Peut-être aussi que cet aspect un peu de ultra spécialisé, un peu le Norman Powell de 6-10, si dans son équipe plus de ballons, peut-être ça peut changer et peut-être que on se retrouvera d'ici 2-3 ans avec un avis différent sur ah bah tiens en fait il pouvait passer, c'est juste qu'il le faisait pas, ah bah tiens il peut aussi prendre plus de volume, c'est juste qu'on lui donnait pas, etc. quoi. Ouais bah complètement. Et aujourd'hui bah comme tu as dit son rôle c'est et pour le coup faut aussi dire que c'est sa valeur. C'est le spacing, c'est quand il rentre, pour les drives de comment il s'appelle, Anthony Edwards, c'est beaucoup mieux. Pour les renversements à l'opposé, c'est beaucoup mieux, etc. Et je trouve que même, tu vois, pour un mec de 6-10, il y a aussi un truc qui est cool, c'est qu'il shoot peut-être pas en mouvement, mais presque en mouvement sur des. Je vais juste faire le petit mouvement pour me décaler ligne de fond à l'opposé du drive et je me replace bien pour shooter. Ça c'est quand même une valeur qui est assez ouf pour un joueur de 6-10 quoi. De 6-10, je pense que c'est quand même dans le très très haut du panier en termes de shooter à plus de 6-10 quoi. Je suis d'accord. Et puis l'aspect défensif. Alors, moi je te rejoins sur le côté switch all et c'est un peu la valeur principale de son profil, c'est que ça peut basculer en switch all. Et finalement, là encore, différence théorie et réalité. On n'a pas la protection de panier dont on pourrait rêver en fait. Et c'est même plutôt c'est plutôt un intérieur polyvalent de switch plutôt qu'une vraie licorne qui peut tout faire en fait. Ouais, bah en fait, c'est limite je vais pas dire tu préfères, mais qu'il soit on ball. Enfin, tu préfères qu'il soit on ball quoi. L'avantage c'est que tu peux tout switcher, mais c'est pas un joueur pour lequel tu vas mettre des schémas pour le mettre sur un non shooter et qui viennent au panier. En tout cas pas encore mais malgré tout tu vois enfin c'est on a l'impression comme ça qu'on minimise un peu, mais tu vois être quand même un intérieur de switch qui apporte ce spacing, je trouve que c'est quand même une valeur qui est carrément cool quoi. Oui, c'est juste que je suis un peu déçu parce qu'en tout début de carrière il me semblait qu'il y avait des flashs un peu de protection de panier qui étaient plus élevés. Après, c'était peut-être à une époque où il était aussi plus costaud et moins fluide. Je ne sais pas, mais bon,
Pour l'instant, la défense du panier est pas folle, mais je suis d'accord qu'il y a quand même une valeur au profil. Alors, où est-ce qu'on l'imagine, ce Nasrid, avec tout ce qu'on a dit, avec ses 27 minutes par match, entre guillemets, à peine, et avec son profil un peu en théorique alléchant, mais dans la pratique un peu moins. Où est-ce qu'on le met là-dedans? J'ai 2 repères pour moi. Fourchette basse, je dirais Najee Marshall. Et fourchette haute, c'est en gros la zone Norman Powell, Josh Hart, Michael Porter Jr. quoi. Ouais, ça me fait un peu haut, je t'avoue, Norman Powell et Josh Hart. Même si j'ai dit que c'était le Norman Powell de 6-10 et que ça a plus de valeur, techniquement. J'ai pris au pied de la lettre. Ouais, mais j'y ai pensé aussi, c'est pour ça. Mais après Powell, cette saison a quand même plus de volume, etc. Quoi. Je pensais un peu au Norman Powell de d'habitude. Tu vois, de l'an passé, il y a 2 ans, un peu le mec qui est en sortie de banc, qui a un bon volume, mais pas la folie. Si tu m'avais dit trancher, tu vois, je l'aurais mis en gros Rui Hachimura, Andrew Nembhard, quoi. Voilà. C'était un peu mon point de repère à Hachimura, ouais. Je me disais, qu'est-ce que je fais par rapport à Hachimura? Mais après, non pas que ça me dérange, mais est-ce que Jabari Smith et Alorford sont pas un peu bas, du coup? Tu vois, par rapport à un profil comme Nasrid? Parce que là, si on met un Nasrid, ok, il y a un peu de création, hein, mais on va le mettre assez haut et 15 places derrière, il y aura Alorford qui crée moins et qui a une défense un peu plus d'élite, et Jabari Smith qui est aussi imparfait, mais un peu dans ce profil-là, même si, voilà, quoi. Je sais pas. Bah, ouais, par rapport à Jabari Smith, ça me dérange pas parce que, il y a, la valeur, le shoot est quand même tellement au-dessus, quoi. Tellement au-dessus avec Nasrid. Enfin, je trouve qu'il y a un vrai écart, en tout cas. Mais oui, c'est vrai que si tu fais juste les profils, ça se ressemble pas mal, tu vois. Ça se ressemble pas mal, mais bon, là, la fin du classement, là, c'est un peu dur. Hein. Peut-être c'est juste Orford qui est trop bas. Peut-être qui est Orford. Ouais. Genre, alors Orford plutôt au niveau Cason Wallace et Harrison Barnes. Donc, on mettrait Nasrid au niveau de Hachimura, c'est ça? Ouais. À peu près. Un truc comme ça. Et on remonterait un peu Orford. Ouais. Allez, ça me va. Très bien, et donc petit quiz pour terminer, nous sommes le 7 janvier 2025 et c'est un alley-oop marquant pour Nasrid contre les New Orleans Pelicans, mais qui sur le terrain? Nasrid, Anthony Edwards, DiVincenzo, quoique il est blessé. Non. Mike Conley. Oui. Ok, Mike Conley, Anthony Edwards, McDaniels. Oui. Et Julius Randle. Exactement, classique. Allez. L'autre côté moins classique. Beaucoup moins classique. Attends, il y avait qui? Il y avait CJ McCollum. Non, il n'y a pas McCollum. Trey Murphy. Non plus. Ouh, tu vas taper beaucoup trop là. Non, pas Aaron Jones non plus. Malkovich, celui que vous aimez bien avec Azad de Carlo Malkovich. Non, bon, bah, ça commence à se resserrer tout ça. Jordan Hawkins. Exactement, Jordan Hawkins, tout à fait. Si je te dis les Gortat Screen, à qui tu penses? À part Marcin Gortat. Yves Missy, j'allais dire, mais c'est pas. Non. Non. Qui s'était fait un spécialiste au point même où je m'étais dit, est-ce qu'il faudrait pas commencer à les renommer les. Et il était au Pélican? Il était au Pelicans, mais tu l'as oublié. Mais à l'époque, c'était à Boston qui faisait ça. À Boston, un bon pivot européen de Boston qui avait commencé à réincarner exactement Daniel Tice, qui à l'époque, là, 2019-2020, avec Tatum, il recommençait à faire les Gortat Screen dans tous les sens. À une époque, je m'étais dit, est-ce que je vais commencer à dire les Tice Screen, tu vois, sur Twitter Ouais. Mais bref, ensuite, il y a quelqu'un qui se planque, qui est très sournois, très sournois. Il se planque et il vole des ballons. Ah, José. C'est José Alvarado, ouais, exactement. On a un intérieur qui touche à tout, mais pas forcément bien. Encore un intérieur. J'aime bien. Hein. Ouais, un intérieur de switch. Non, mais Larry c'était l'année d'avant. Oui, c'est pas cette année. Larry je l'aurais bien aimé. Un ancien d'OKC, un ancien Baby Thunder d'OKC. Oh oui. Alors fort du pauvre. Non. Le Wendell Carter du pauvre, qui est lui-même un Hall-of-Fame du pauvre. C'est JRE, exactement. Jeremy Robinson Earl. Et le dernier, est-ce que tu connais l'anecdote? Il a un nom
Et il a scoré son meilleur score en carrière en termes de scoring, c'était face à cette équipe. Genre en gros il s'appelle Warriors et il a mis 50 points contre les Warriors. Alors c'est un nom de ville, Ah. J'ai pas l'anecdote, mais qui est-ce qu'il y avait au Pels? Je sais. Alors c'est pas Grover Cleveland qui a été président, mais il a pas scoré contre Cleveland, tu vois par exemple. Ah. Mais c'est Cleveland. Un ancien Kentucky. Ah, Brandon Boston Jr. Exactement, Brandon Boston Jr. Oui. Et donc on enchaîne, troisième joueur du jour, Walker Kessler, si tu veux bien, 30 minutes par match pour Kessler, 58 matchs, 11 points et quasiment 12 rebonds de moyenne cette saison, 13% de usage, donc très faible bien entendu, mais 114 de true shooting plus, donc plus 14% relatif à la moyenne. Pour te lancer, il y a un peu un développement offensif intéressant qui fait que on se demande s'il pourrait pas flirter avec un top 100. Ouais, Ou pas. Non, mais je pense qu'il est top 100 par le fait de sa défense, moi, surtout. Je pense qu'en vrai, tu vois, ça fait quelques années qu'il est un peu top 100, mais que c'est un peu caché parce que le Jazz est la pire défense chaque année. Mais ça fait depuis sa saison rookie et t'en avais déjà beaucoup parlé à l'époque, mais que c'est un des meilleurs protecteurs de cercle de NBA. Après, en attaque, bon, je pense qu'on est d'accord que le développement, c'est pas forcément sur les 10 tirs à 3 points qu'il prenait sur les derniers matchs de saison régulière. Non. Mais plus sur le côté un peu, rebond offensif. Il y a quand même pas mal de valeur là-dessus. C'est peut-être le meilleur rebondeur offensif. Non. Mitchell Robinson. Pas peut-être. C'est le meilleur de c'est NBA lui de loin. ouais. C'est lui. Bon, voilà. Et après, il y a un peu le côté, end-off, poseur d'écran et gros poseur d'écran qui est pas si mal, mais moi c'est surtout la défense, quoi. Moi je pensais que t'allais plutôt parler de la défense en premier, quoi. Mais j'ai l'impression que la défense est élite depuis le début, mais que je trouve que d'un point de vue scouting, etc., il a un développement athlétique qui est assez intéressant. Là où quand il était rookie en 2023, c'était encore un peu pâteau, et donc en fait il y avait ce côté ok, c'est un mec, c'est un défenseur top 3 ou top 5 protecteur de panier de NBA, mais qui en attaque ne sert à rien, quoi, parce qu'il y a pas de passing, il y a pas de shoot non plus, évidemment, et que surtout il y a même pas non plus la finition au panier, quoi. Il y a même pas ce côté présence autour du panier, verticalité, ou parce que voilà, il avait des moon boots de 40 kilos chacun. Et j'ai l'impression que cette saison, alors en plus le minutage est un peu là pour appuyer ça, même si on peut se dire que oui, mais il a peut-être aussi plus joué parce que le Jazz était moins fort et voulait tanker cette saison. Bon, tant pis pour eux, parce qu'il savait pas que la loterie était arrangée d'avance, mais non, mais je trouve quand même qu'il est plus léger, et que autour du panier, tu vois, moi quand je parlais un peu de développement offensif, c'est un peu ça, c'est-à-dire que il est un peu plus viable en termes de finisseur intérieur, à mon avis, là où à l'époque il y a encore 1 ou 2 ans. Enfin voilà, un coach comme Will Hardy, je veux dire, il le sait que c'est un top défenseur aussi, mais pourquoi il le faisait pas jouer? Parce que ça collait pas avec ses schémas offensifs, quoi, et qu'il y avait même pas le minimum, on va dire, en termes d'attaque. Et j'ai l'impression que l'attaque commence un peu à venir. Le shoot, à la limite, je m'en fiche un peu, tant qu'il y a pas grand chose. C'était pas ça, je parlais pas de ça en termes de développement offensif, parce que pour l'instant il y a rien. On verra s'il peut y avoir quelque chose à terme. Mais sur le côté un peu plus viable autour du panier. Mais après, t'as raison que le principal, c'est pas ça. Le principal, c'est la défense. Disons que l'attaque est devenue peut-être juste assez le minimum pour franchir le seuil, et que derrière, en fait, ça fait le travail avec la défense. Et même sur la défense, je sais pas ce que t'en penses. Bon, on va pas répéter pour la 10e fois ou 20e fois sur le Basket Lab que il est à moins 12 ou moins 13% d'efficacité, de perte d'efficacité infligée au panier. C'est top 3 de NBA depuis 2023. 2024, 2025. Je pense que c'est un prospect défensivement générationnel au niveau du panier. Il n'y a pas de problème. Mais je trouve qu'il y a un aspect un peu sous-estimé, c'est à quel point il survit aussi sur des switches. Et on l'a vu de plus en plus cette année, notamment. Ouais, je pensais que tu avais parlé du match à Boston, que Azad a vu en live, où il a switché sur Jason Tatum, etc. Mais ça revient un peu à, tu vois, ce qu'on voit en attaque. Je trouve que même sur un domaine, pour le coup, je suis d'accord qu'il y a un peu une réathlétisation avec lui, qui est assez, une réathlétisation, ou en tout cas peut-être un côté où il est un peu plus dynamique aussi. C'est que il peut aussi, du coup, beaucoup plus jouer sur
je sais pas si c'est une impression, mais sur des cuts où tu sais le Jazz fait beaucoup de cuts à 45 depuis en gros l'aile opposée, et en fait parfois sur l'action handball c'est pas forcément Walker Kessler, mais il arrive à avoir un peu ce dynamisme et soit attaquer directement sur un cut et recevoir la balle, soit le rebond offensif aussi sur pas mal de séquences comme ça, et du coup il y a un peu ce côté où sur la peut-être pas forcément la verticalité, hein, mais sur le côté vraiment les appuis au sol et la vitesse des appuis au sol qui est intéressante, même si ça reste un peu plus du ponctuel, je pense, défensivement, mais que vraiment une carte de son profil. Enfin, c'est pas, tu vois, c'est pas un intérieur de switch pour autant. C'est ça que je veux dire. Mais un peu comme Rudy Gobert, tu vois, qu'on a vu switcher en playoff contre Luka Doncic. Je pense que ça, c'est un peu ce que tu peux voir avec lui. Et donc ça rajoute encore une petite saveur en plus, quoi, avec Walker Kessler. Et c'est un truc où, tu vois, pour moi, la comparaison avec Klingan ne tient pas. Parce que Klingan, vraiment, lui, c'est... voilà, tu le déposes avec un semi-remorque, quoi. Et il bouge pas. Une fois qu'il est sous le panier, il bouge pas. Là, je trouve que Kessler, ça bouge quand même bien. Alors, c'est pas un intérieur de switch, mais en fait, ça peut switcher et ça le fait de plus en plus. Je crois que dans les bilans 2025, on a un peu parlé de ce côté isolation défensive qui augmente en termes de nombre par match, et même sur des images, tu vois, il y a presque un élément de surprise où t'as des mecs qui se disent, ah tiens, j'ai Kessler en switch, je vais tenter de lui shooter par-dessus la tête, et en fait, mince, il bouge bien, mince, il a contré mon pull-up, quoi. Et c'est un élément, alors peut-être qu'il y aura plus la surprise l'an prochain, mais ouais. Donc il y a ça, c'est aussi un bonus, je trouve, où c'est pas Klingan, c'est pas, tiens, mets-toi là et bouge pas, et mince, le ballon va ailleurs, tant pis pour toi. Et c'est vrai que là où je pense qu'il peut y avoir aussi très simplement beaucoup de divergences d'opinion, c'est sur la pondération de tel ou tel élément, de la défense notamment. Pour moi, il est calibre top 100 parce que je donne beaucoup de valeur à la protection de panier et que là-dedans, il est élite. Mais tu vois, je peux aussi largement entendre que certains auditeurs qui nous écoutent se disent, bah non, moi je pense pas que ce soit à ce point valuable le panier, ou ok, c'est important mais pas à ce point, etc. Et que en fait, il peut y avoir une très large variété d'opinions selon comment est-ce que tu pondères, comment est-ce que tu penses que tel ou tel élément dans le jeu est mesuré comme fort ou pas fort, important ou pas important. Donc je pense que beaucoup d'avis différents partent de là, mais pour moi, comme dit, hein, pour moi, la protection de panier est quand même le truc le plus important, le plus précieux, qui rapporte le plus de points. Il défend plus de 7 tirs au panier par match en moyenne. C'est énorme. C'est 1, 2, 3, c'est top 5 NBA. Et dans le top 10, ou grosso modo, il y a que lui et Wembanyama qui les défendent bien, quoi, tu vois. Bah, sinon, c'est des Sengun, c'est des Jokic ou des Vucevic. En fait, c'est des mecs qui, ok, en fait, tu défends beaucoup de tirs au panier parce qu'on te cible au panier. Et en fait, eux, non. Eux, ils sont, Wemby est à moins 13% de perte d'efficacité au panier. Kessler, cette année, est que à moins 10 et quelques. Alors que d'habitude, il était à moins 13, moins 12. Mais voilà, c'est un peu une anomalie. Et je rajoute aussi, petit bonus, je rigolais, mais pas tant que ça. C'est vraiment le meilleur rebondeur offensif de NBA et d'assez loin, quoi. Et là encore, ça vient, je pense, compléter un peu la valeur offensive, non pas la rendre géniale, mais gratter juste assez pour passer le cut de ok, c'est viable. Et je crois que, alors j'ai pu noter, mais je vais pas refaire les stats qu'on a dit cet été dans les bilans, mais c'est premier de très loin en termes de rebonds offensifs par match ou de rebonds offensifs contestés notamment par match aussi, etc. Il y a plein de stats qu'on pourrait sortir, et en fait c'est aussi un monstre sous le panier, quoi. Et pas que un aspect de, tu sais, le Jazz est fort. Oui, allez, on y va, tout le monde attaque le rebond parce que comme ça on peut se sauver une possession. Non, il y a aussi un moteur qui est absolument fantastique là-dedans et qui aide beaucoup. Il est même au-dessus de Zakidi, de Klingan, de mecs comme ça qui sont balèzes. Et petite cerise sur le gâteau numéro 12. Mais tu vois, le Jazz c'est quand même une des pires défenses de NBA l'an passé. Et pour dire un peu, tu vois, il y a le fait de contester les tirs, mais il y a aussi le fait de les dissuader. Quand il est sur le terrain, Walker Kessler, la fréquence des adversaires au cercle, c'est 25,8%. C'est 94e centile. Avec à côté de lui, c'était quoi? C'était Cody Williams et Lauri Markkanen. Isaac Collier, Markkanen, Filipowski, ouais. Et comme tu dis, c'est une des plus petites fréquences de tir au panier quand lui est sur le terrain parmi tous les pivots. C'est ça. Donc c'est monstrueux, quoi. C'est vraiment, il y a ce côté aussi dissuasion qui est assez impressionnant avec lui. Donc sur le classement, en fait, c'est moi ce qui m'embête beaucoup avec Walker Kessler, c'est le fait qu'il joue dans une équipe nulle et que du coup on le considère un peu moins.
parce que je pense que, enfin, je sais pas, j'imagine qu'on a des biais, etc. Mais quand tu fais juste le profil du joueur, enfin, c'est un tel défenseur avec en plus l'apport du rebond offensif et le côté défensivement aussi où il est un peu plus mobile qu'avant. Je dis pas qu'il doit être là, mais tu vois, si tu me dis que tu l'as pas collé à lui, mais 5-10 places derrière Rudy Gobert, je trouve que c'est pas choquant dans la théorie absolue. Mais d'un autre côté, tu vois, si là je devais choisir, je dirais sans doute, bon, bah je le mets, allez, avec Toumani Camara et peut-être un peu au-dessus, peut-être avec Toumani Camara, quoi. Et du coup, il y a un énorme éventail, même au sein de ma petite tête, où je ne sais pas quoi en faire, quoi. Je crois que c'est l'éventail le plus grand qu'on ait jamais eu sur le top 100. Entre Rudy Gobert qui est top 20 et Toumani Camara qui est 60e. Mais non, mais je vois ce que tu veux dire. Après, il y a un côté aussi où, comment dire, la viabilité offensive, elle est là, il y a un minimum, mais c'est pas non plus encore génial, tu vois. Donc je me pose la question par rapport à d'autres profils. Je t'avoue que moi, des points un peu à pas dépasser, c'est peut-être des mecs, notamment à la Porzingis, tu vois, qui en termes de shoot, en termes de valeur offensive, c'est quand même des années lumière au-dessus. Et ensuite, on tombe sur des créateurs. Donc là encore, je me dis peut-être pas. Et après, je commence peut-être à me poser la question, mais c'est vraiment une évaluation très positive sur Lou Dort et McDaniels. Mais après, est-ce que, comme tu dis, est-ce que je me tiens pas à une certaine cohérence intellectuelle où il faudrait dire, bah non, si tu valorises la défense, tu la valorises pour de vrai. Et au final, il serait peut-être plus proche d'un Zubac qu'un Camara, quoi. Parce qu'en fait, le truc, c'est ça, c'est si tu prends le même joueur, le même Walker Kessler, mais qu'il a une meilleure équipe défensive autour de lui et que le Jazz est genre top 10 défense NBA, mais ce serait le même joueur parce que, tu vois, là, on dit pas c'est du potentiel, et etc., etc. On dit que c'est factuel. C'est déjà un des meilleurs protecteurs de NBA. Donc, c'est pour ça que c'est toujours ça qui m'embête. Mais je suis d'accord. Moi, instinctivement, comme ça, j'aurais dit, ouais, à partir de Michael Porter Jr. et jusqu'à peut-être... ouais, je l'aurais peut-être mis au-dessus de Toumani Camara, quoi. Un peu dans ces joueurs, un peu plus au-dessus des role-players, parce qu'il y a quand même l'impact défensif qui est à ce point fort, quoi. La nuance que je mettrais par rapport à ton raisonnement finalement, s'il était dans une équipe d'élite, le même joueur, même niveau de jeu, on le verrait mieux, je suis d'accord. Mais ça part quand même d'une conjecture de base que dans une équipe d'élite, il jouerait autant. C'est vrai. Et ça, c'est le doute que j'ai. Et tu vois, c'est un peu le même doute que j'applique à tu vois, Kobe White. On en avait parlé, Kobe White, il fait une top saison, en gros volume et en plus plutôt efficace, même assez efficace. Et on se dit, ouais, mais en fait, est-ce qu'on n'a pas un biais collectif? Et en fait, s'il faisait la même saison à Boston plutôt qu'à Chicago, ou s'il faisait la même saison à OKC plutôt qu'à Chicago, peut-être qu'on le verrait mieux. Et en même temps, ferait-il la même saison? Est-ce qu'à OKC, est-ce qu'à Boston, il serait pas en sortie de banc à 18 minutes par match plutôt qu'à 32 et avec autant de volume, quoi, tu vois? Donc, et je dis ça en tant que, je pense que c'est connu, hein, je suis le plus grand fan de Kessler ou pas loin. Et je me dis, peut-être que c'est un truc débile vu qu'il est pas encore passé au révélateur, on sait pas. Je m'accroche un peu à ces phrases à la con, mais est-ce que vraiment il jouerait 30 minutes par match dans une équipe de haut niveau? Moi, je pense que oui. Mais en même temps, est-ce qu'il y aurait pas aussi, est-ce que par exemple le compromis offensif et la viabilité ou pas viabilité, on la verrait pas plus, on la questionnerait pas plus aussi dans une très bonne équipe NBA? Je me pose plus la question que, tu vois, tu me parles d'un Zubac par exemple, je me pose pas la question. Zubac, je me dis bah oui, tu mets n'importe où, ok, il y a pas de problème. Un Kessler, je me dis, certes, il y a peut-être le biais collectif, mais en même temps, aurait-on vraiment la même saison dans une bonne équipe? C'est peut-être ça le doute de la conjecture de base. Parce que j'irai pas jusqu'à dire sophisme, mais c'est le piège de cette assertion, quoi. Oui, c'est sûr. Après, enfin, du coup, c'est trop de et si, mais si on croit vraiment que c'est un protecteur de panier d'élite, tu vois, genre, une équipe qui construit une défense d'élite autour de lui, pour moi, c'est envisageable, quoi. Après, voilà. Faut aussi dire qu'aujourd'hui, on juge le factuel et donc t'as quand même un malus de, l'année dernière, il a aussi pas beaucoup joué dans le Jazz qui était pas si fort que ça. Donc, même si on juge cette année, ça en dit peut-être un peu sur le profil. Mais voilà, c'était un peu les doutes que j'ai toujours avec lui, avec Walker Kessler. Toi, je sais pas, du coup, t'étais sur quoi? Ouais, en dessous de Jaden McDaniels, pour moi, ça me paraît au final
au final cohérent, quoi, peut-être plus. Ouais, peut-être Enfin, là, à partir de là, je veux dire. À partir de là, même si même si je t'ai dit tout ça, alors que moi je pense que tu le mets dans une bonne équipe, il peut les faire les 28-30 minutes par match, hein, mais ouais, non, mais peut-être le mettre par là. On n'est pas trop loin de Josh Hart. Ça me va aussi en termes de comparaison. Je pense que ça va faire beaucoup, ça fait trop pour pas mal de monde, mais je pense que je suis assez à l'aise de le mettre là, j'avoue. Donc derrière Ludort McDaniels, qui tout de même sont plus viables en attaque sans doute. Et je sais pas, tu vois, le comport avec Josh Hart est intéressant aussi parce que c'est pas un joueur, c'est aussi un joueur à compromis, quoi. Mais limite encore plus à compromis, quoi, Walker Kessler que Josh Hart. Enfin, plus, tu vois, il va plus t'impacter défensivement que Josh Hart, mais bon. Et tu vois, après il y a un groupe de pivots au-dessus. Bon, Porzingis, je pense que Porzingis c'est un peu bas pour le coup dans notre classement pour l'instant. Je sais pas si on peut le remonter, c'est vrai. Mais je pense à un Jarrett Allen qui est beaucoup moins transcendant en défense du panier, mais je pense qu'il n'y a pas photo, quoi, en termes d'attaque, d'habilité offensive. Oui. Plus la mobilité, plus donc j'irai pas jusqu'à ce groupe de pivots, tu vois. Et Miles Turner, pivot qui a la protection de panier beaucoup moins bonne, mais le shoot à 3 points aussi. Donc ouais, non, mais ça me va de taper là. Et tu vois, il y a des mecs qu'on n'a pas encore classés, mais je pense que je préchote qu'un mec comme Jakob Poeltl aussi atterrirait à peu près dans cette zone-là, où c'est pas un pivot où j'irai jusqu'à monter les pivots un peu top d'élite, mais j'irai quand même pas jusqu'en bas à le mettre au niveau de Jabari Smith, quoi. Donc je pense que ok, faisons comme ça alors. Faute d'avoir une meilleure solution. Bah écoute, moi tout me va, mais très bien. Voilà, je trouve le cas intéressant du joueur en tout cas. Petit quiz pour terminer. Nous sommes le 26 novembre 2024 et c'est un contre, c'est pas sur un humain, c'est sur un alien. Il va contrer un alien, mais qui est sur le terrain, Baptiste, à ce moment-ci? Walker Kessler est sur le terrain avec... C'est quelle date, pardon? Le 26 novembre 2024. Ok, avec Keyonte George peut-être. Oui, tout à fait. Avec Colin Sexton. Oui. Avec... Ça y est, c'est le week-end. Lauri Markkanen. Exactement, Lauri Markkanen. et avec Brice Sansabo, je sais pas. Non. Si je te dis maillon faible, Knicks, le banc. Maillon faible, Knicks, le banc. Les Knicks avaient des maillons faibles, meneurs et pivots, ils se sont dit tiens, et si on faisait pareil avec notre banc? Ah, Jordan Clarkson, évidemment, tout à fait. On recrée un peu la même structure d'équipe, mais pour le banc aussi maintenant, avec Yabusele et Clarkson. Et alors de l'autre côté, il y a qui? Bah du coup, il y a Wemby. Exactement, Wembanyama. Il y a Wemby, Wembanyama, il y a Stephen Castle. Exactement. Harrison Barnes. Oui. Ok, pas mal. Et il manque deux. Chris Paul. Exactement, Chris Paul est là, ouais, tout à fait. Ok, et Sohan. Non, un vignoble. Un vignoble. Champagny. Exactement, Champagny. Champagny est sur le terrain. Et donc avançons, bah tiens, Jalen Williams, allons sur lui. Tu m'as intrigué tout à l'heure avec ton classement. Tu l'avais promis de ta QV, moi je l'avais deuxième, mais discutons-en. 32 minutes par match pour Jalen Williams, 69 matchs, quasiment 21 points, 5 rebonds, 5 assists. Donc, le club Tyreke Evans, évidemment. On est sur 27% d'usage également, et en termes d'efficacité, on est pile au niveau moyen de NBA, en tout cas moins 1%, mais on est au niveau moyen, grosso modo. Bah, pour te lancer, on est quand même sur une très bonne saison qui allait jusqu'au titre. Donc forcément que ça valide un peu tout. Ah oui, maintenant il connaît le chemin, ça y est. Maintenant il connaît le chemin. Mais non, mais en fait, c'est un joueur, quand même, si je fais les grandes lignes, je trouve que c'est dur de lui trouver des défauts. Alors, dans les faits, il a été presque 10 points par rapport à la moyenne moins efficace que l'an passé. Mais aussi parce que l'an passé, il avait shooté de manière folle à 3 points à plus de 43%. Mais c'est quand même un joueur qui est un peu repositionné défensivement dans presque exclusivement du off-ball.
parce que on ball, t'as Caruso, t'as Cason Wallace, t'as Lugensdort, mais aussi je pense parce que ça lui va mieux, parce que il a pris un peu de poids, donc il est peut-être un peu moins mobile sur les petits, même s'il peut le faire, mais surtout parce que je pense que ça fait 2 ans que on en parle, que t'en parles, mais c'est avec je crois il a 2,20 m d'envergure, un truc comme ça. Ouais. C'est débile, et c'est un des meilleurs protecteurs de panier, et enfin pour son poste, et on l'a vu sur des matchs où même pas pour son poste, tout court, non? On peut dire. Ouais. Je crois que on avait fait la liste, mais en gros, dans les meilleurs protecteurs de panier à plus de moins 10%, il y a que des pivots et Jalen Williams. Et on l'a vu sur les séquences où il y avait Hartenstein, il n'était pas encore revenu et Chet était blessé. C'était lui un peu le poste 5, et il a vraiment cette capacité qui est assez phénoménale de timing, de lecture et de verticalité qui est assez impressionnante. Et en attaque, c'est pas parfait, il y a des nuances, mais c'est quand même un joueur qui peut être un porteur de balle, qui est un bon shooter, même si c'est pas un shooter d'élite, mais c'était lui, tu vois, en finale NBA qu'on mettait à une passe près de Shai Gilgeous-Alexander. Alors ça en dit peut-être aussi long sur le spacing le du reste. Thunder. Voilà, mais qui a ce côté où il peut jouer aussi un peu, qui peut jouer un peu lancé, c'est peut-être même là où il est le meilleur, qui peut cutter, qui peut être un peu un poseur d'écran parfois, qui est un très très bon passeur de lob, qui est peut-être le meilleur passeur de l'effectif sur pick and roll du Thunder. Donc c'est vraiment dur de lui trouver des défauts, si ce n'est, il faut bien le dire, le côté où il a de plus en plus de responsabilités, et il va un peu moins au cercle qu'avant. Alors finale NBA, c'était un peu l'inverse, il a provoqué plein de fautes, etc. Mais c'est un peu le côté dribble et capacité à toujours aller au cercle qui laisse un peu sur la fin, et qui fait que c'est un joueur qui est pour l'instant, on va dire, sur un gros volume, et que à la moyenne, et qui est pas à plus 7, plus 5, plus 6%, mais en même temps, s'il était à plus 5, plus 6, plus 7%, je pense qu'il serait très 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 haut dans un top NBA, quoi. Alors ma question que j'ai, c'est est-ce que tu le juges comme un créateur star, ou est-ce que tu te dis non, en fait c'est peut-être pas un créateur star, mais le reste à côté, notamment la défense, est à ce point intéressant que ça vient compenser? Je pense que c'est pas encore un créateur de chapeau 1, parce qu'il n'y a pas encore le côté drive. Il n'y a pas encore, je trouve, ce côté provocation de faute, etc. Mais sinon, je sais pas toi, mais tu vois, genre le passing est quand même très très cool avec lui, et la création de tir, le shoot, etc. C'est simple. Enfin, c'est un vrai bon shooter, quoi, sans être un shooter d'élite. Mais je pense que c'est un peu là où si jamais il le débloque un jour, ça devient un vrai créateur de premier rang, quoi. Non, mais parce que comme tu dis, c'est dur de lui trouver des défauts. Moi, je peux arriver à le faire. Non, mais justement, je trouve qu'on n'est pas du tout dans ce tiers de créateurs de haut niveau. Pas encore, tu parlais du chapeau 1, mais je sais pas à quel point ton chapeau 1 est grand, mais on n'est pas tiers Luka Doncic, etc. Mais je pense qu'on n'est même pas encore chapeau 2. Bon, on parlera du classement tout à l'heure, mais moi, c'est un peu, non pas la déception, mais en tout cas, l'aspect où je trouve que on n'a pas encore totalement explosé là-dessus. Donc mais je rattache ça aussi à d'autres éléments, parce que le passing, je suis d'accord, c'est peut-être même le meilleur passeur d'OKC, je pense. Alors, pas le meilleur créateur de décalage. SDA crée beaucoup plus de décalage, mais c'est un peu une capacité à attirer des défenseurs qui est folle. Et puis ensuite, une fois qu'on a attiré 4 défenseurs ou qu'il y a un mur devant, on fait la passe simple, et ensuite le reste de l'effectif peut amplifier ce décalage. Ok. Là où Williams a beaucoup moins de poids sur les défenses, mais en effet sur le passing pur, je trouve qu'il y a une plus grande variété. Tu vois, notamment pick and roll, je trouve qu'il y a pas photo entre les deux. Sur pick and roll, je dis pas driving kick, mais sur pick and roll, je trouve que Williams c'est quand même un peu meilleur. Après, c'est pas non plus une catégorie ultra élite, mais c'est quand même très intéressant, et je suis d'accord que c'est un peu sa carte à jouer, c'est cette espèce de point forward qui peut un peu tout faire. Mais premièrement, je trouve que le poids de son scoring n'est pas encore génial. Je commence par du négatif, mais parce que je juge par rapport à des standards et des attentes de moi, je l'attends très haut, quoi. Donc c'est peut-être pour ça que ça paraît bizarre de commencer par le négatif. Mais tu vois, je trouve que son scoring ne pèse pas encore à ce point. Le shoot, bon, la différence d'efficacité, bon, ça me dérange pas, parce qu'en fait, il était un peu en surchauffe l'an passé. 43% à 3 points, on savait que c'était pas son vrai niveau. Je pense qu'on est plutôt autour des 37, 38, 39 éventuellement, mais voilà, on était un peu en surchauffe l'an passé. Donc quand tu enlèves cette surchauffe cette année, ça descend un peu, mais je m'inquiète pas plus que ça. Je pense que c'est un bon joueur de pull-up notamment,
mais tu vois le drive par exemple, le drive il est pas encore élite, même il est pas encore hyper bon, et que moi j'ai peut-être eu tendance en début d'année dernière à me dire la dynamique de progression depuis 2-3 ans et pour monter à la fac était tellement impressionnante que tu te dis en fait si chaque année il augmente à ce point, bon bah ok, on se retrouve en 2025 et ça va être en NBA First Team quoi, ouais, ou pas loin. Je pense que ce potentiel long terme peut toujours exister, mais je pense qu'on n'y est pas encore. Et je parle de ça parce que tactiquement, le passing, je suis d'accord, c'est très cool, mais le passing n'est pas encore débloqué parce qu'il n'y a pas encore un poids sur la défense. Et si un mec comme Nikola Jokic peut se permettre de rester en drop face à Williams sur 4 matchs de régulière et quasiment 7 matchs de playoff, c'est parce que en fait, le drop, là où t'es vulnérable en drop, quand tu restes en retrait par rapport au niveau de l'écran, c'est mince. Tu laisses de l'espace au driver pour prendre cet espace, gagner en vitesse et venir t'attaquer au panier. Tu le fais pas face à Prime LeBron. Bah, face à Williams, tu crains tellement peu le drive que tu te dis, ouais, en fait, il va pas m'attaquer. Donc on va le laisser prendre son petit pull-up. Il peut les mettre de manière très sympathique, hein. Mais tu vois, c'est un truc où je pense qu'on n'a pas encore un mec qui est capable d'attirer loin du panier, sur des écrans, des prises à deux qui pourraient un peu débloquer un passing qui, à mon avis, peut être génial, quoi. C'est pour ça que pour moi, enfin, je pense qu'on est d'accord, mais c'est le point un peu tu vois, le défaut qu'il a aujourd'hui. Son point de bascule, etc. Et tu vois, même pas que Jokic, mais il y a d'autres exemples, même Indiana l'a fait par moment, etc. Mais c'est vraiment ce côté où, bah, au final, c'est ce qui lui manque parce que, comme t'as dit, c'est un bon joueur, je pense, à 3 points, sans être élite. C'est, sur les longues mi-distances, ça fait 2 années qu'il est aux alentours des 50% de réussite, ce qui est quand même plutôt pas mal. Mais le problème, c'est qu'on lui laisse vachement, quoi. Et il y a pas ce côté où il arrive, comme tu dis, je pense, à un peu, à prendre la défense et la tordre en deux et forcer un changement de couverture qui est un peu dommage. Mais c'est un peu pour ça que c'est peut-être pas le chapeau 2, mais peut-être le chapeau 3. Mais on va dire que c'est pour ça que c'est pas un créateur star encore aujourd'hui, quoi. Je pense que mais c'est important d'en parler parce que je sais pas si j'ai beaucoup d'autres défauts à lui trouver, quoi. Bah, disons que l'avantage c'est la polyvalence en fait. Il peut un peu tout faire. Il peut être on ball, off ball. Il peut être dans le spacing, même si il est pas génial, mais il est quand même très bon. Je trouve que c'est un des meilleurs d'OKC là-dedans. Il peut créer balle en main, mais tu vois, on n'est pas à un niveau, je trouve, de star NBA de création. Et c'est, non pas que ça va pas venir, mais cette année, on l'a pas eu. La fréquence au panier, je crois que tu en as parlé tout à l'heure, hein, et la fréquence de drive a un peu baissé, mais même le résultat sur drive, en fait, hein, tu vois, il est en bas de NBA, on va dire. Sur 80 mecs qui sont à plus de 8 drives par match, les drivers réguliers, on va dire, 80 drivers réguliers en NBA en 2025, il est 60e. Clairement, tu attends plus et mieux d'un mec qui a ce genre de mensuration physique, de longueur de bras, qui a aussi un joli coffre, hein, donc il pourrait aller encaisser les contacts mais sauf qu'il le fait pas. Donc je pense qu'il y a encore deux trois trucs à fignoler parce que les bras sont là, le toucher est là, la taille est là, même un peu de verticalité, mais pour l'instant le drive est un peu déficitaire, quoi. Je m'attendrais, tu vois, pour moi un créateur star à la Williams, enfin ce qu'il pourrait être, ça pourrait être un mec qui est au moins top 20 driver de NBA, quoi, ou top 15 ou même plus, hein, si un jour il devient MVP ou plus que ça. Mais c'est là-dessus où je mettrais des mini nuances, mais c'est des nuances par rapport à des standards assez élevés, quoi, pour le coup. Et bon, sur la défense, on a déjà parlé, mais mis à côté, je crois que on n'a pas détaillé aujourd'hui, mais si tu fais un peu la liste de les joueurs qui défendent pas mal de tirs au panier, je descends. Donc Porzingis, premier de NBA en termes de perte d'efficacité infligée au panier, moins 15%, mais parce que dans un rôle un peu de safety, donc c'est pas pareil. Ok, il est loin du ballon. Gafford aussi, moins 14. Ensuite, Jaren Jackson, moins 14 également. Bon, voilà, l'élite. Wembanyama ensuite, moins 13 et quelques, l'élite évidemment. Klingan qui a moins 13 aussi, c'est aussi un mec qui est génial là-dessus. Davis, Luke Cornett, Stewart, Jalen Williams, voilà. Voici un ailier entre les pivots. Et puis ça recommence. Walker Kessler, Rudy Gobert, Draymond Green, Zubac, Mobley. Voilà. Donc c'est un peu l'anomalie, hein. C'est ce fameux dépassement de fonction. Mais c'est marrant parce que, tu vois, tactiquement, j'ai un match contre Denver où tu te dis, mais pourquoi SGA est bloqué sur Michael Porter? Et tu regardes, tu dis, ok, ils ont mis Chet sur Christian Brown pour que Chet soit off-ball. Mais ils ont aussi mis Williams en défense de Westbrook parce qu'en fait ils veulent que Williams aussi soit en deuxième rideau, donc t'as une espèce de deuxième, troisième, quatrième rideau en même temps. Multiple roamers. C'est ça, c'est la folie des roamers, quoi. Et aussi, tu vois, genre il y a aussi le côté où sur certains matchs,
Bah, selon si tu fais jouer Hartenstein ou pas, mais c'est aussi lui qui peut prendre le pivot pour avoir Chet en roamer, quoi. Si t'as que un seul non-shooter à cibler, ça c'est quand même, tu vois, c'est quand même aussi un peu génial, quoi. Contre Wemby d'ailleurs, en début d'année, c'est exactement comme ça que ça s'est fait. Ouais. Mais ouais. Non, mais voilà, on parle beaucoup de la protection de panier parce que c'est le truc le plus génial, mais défense on ball aussi, tu l'as dit, flexibilité de line-up, un mec qui peut monter poste 3, poste 4 éventuellement. Le rebond, il est quand même assez solide là-dessus quand il faut. Le playmaking défensif, les longs bras. Enfin, défensivement, je pense, si on faisait un classement des défenseurs, ce serait peut-être le premier allié qu'on choisirait, et je pense que le premier non big, peut-être même. Le premier non big, et même je pense devant certains bigs, hein, à mon avis, parce que tu vois, je parlais de Luke Cornett et je parlais de Klingan. Ok, ils ont des chiffres cette saison qui sont mis en protection de panier, mais je pense qu'en termes de défenseur, je préfère Williams largement. On est d'accord. Donc ouais, en fait c'est un combo de, c'est pas encore un créateur star, mais c'est quand même très sympathique. Et après c'est un défenseur déjà d'ultra élite. Mais après, je pense que nos divergences peut-être entre nous ou avec auditeurs, ça dépend de à quel point est-ce qu'on met le curseur sur la création, pas création, ou la défense. Et donc, classement, où est-ce qu'on l'imagine ? Alors moi, je vais te dire ma fourchette basse et haute. Mais du coup, c'est Nikola Jokic. Non. En plus, je pense que c'est un de mes 2-3 joueurs préférés, Jalen Williams. Donc, je vais essayer d'être objectif. Je pense que haut, ce serait en gros niveau Cade Cunningham. Devant Cade Cunningham. Ce serait mon haut. Et mon bas, en fait, c'est bizarre parce que je pense que je peux imaginer Mobley et même Chet devant lui. Mais j'ai du mal à l'imaginer derrière Franz Wagner parce que pour moi, la défense est quand même meilleure que celle de Franz Wagner. Attends, mais on a reclassé. On a reclassé tout à l'heure. Oui, c'est vrai. Donc je peux te redire le classement. On a numéro 10 Durant, numéro 11 Booker, Mobley, Chet Holmgren, puis Cade, Trae Young, Ja Morant, puis Rudy Gobert, et après Harden, Irving, Wagner, etc. Bah du coup c'est entre Chet et Franz Wagner, je dirais. Donc ton point haut c'était Cade notamment. Ou Chet, sur l'ancien classement. Ouais, voilà, Chet, voilà, c'est à peu près ça. Moi, je pensais que ça taperait plus haut, du coup. Ok. C'est moi qui vais le mettre plus haut, alors que j'ai mis 2-3 nuances. Non, mais tu vois, alors, pour parler un peu des noms du classement, je pense qu'on est encore très loin d'un niveau de création offensive de Booker, de Durant, même de Ja Morant, de Trae Young. Cela dit, j'ai quand même du mal à j'ai du mal à l'imaginer derrière Chet. Mais j'ai du mal à l'imaginer. J'ai du mal à imaginer des arcades en fait aussi, dit comme ça, tu vois. Enfin, je veux dire, l'écart défensif est quand même énorme, quoi. Enfin, énorme, je sais pas. Oui, mais on parle d'extérieur, quoi. Donc au final, je dis pas que ça compte pas, mais la défense extérieure, finalement, je suis d'accord qu'il y a un bonus. Hein. C'est pas juste un premier rideau, c'est pas juste un meneur, mais c'est pas non plus un pivot. Donc enfin, je sais pas. Après, c'est comment est-ce que chacun met le curseur sur création, justement. Je pense que création versus défense. Non, je sais pas. Bah, allez, moi, je vais mettre. Du coup, c'est Mobley, Chet, Cade, c'est ça? On a Mobley, Chet, puis Cade, puis Trae Young, ouais. Parce qu'offensivement, alors, juste un duel offensivement entre la saison offensive de Wagner et la saison offensive de Williams, par exemple, tu vois. Je pense qu'il y a un peu match, hein. Il y a match. Après, Wagner encore plus de volume, pas beaucoup moins efficace, les moins de shoot. Plus utilisés. Moins de shoot à 3 points, c'est vrai. Moins de shoot, donc non, mais moi je le mettrais, c'est vrai qu'il y a Trae Young. Bah derrière Cade alors, avec Cade, derrière Cade. Ce serait quand même devant Ja Morant alors, devant Gobert. Ouais, ça me choque pas. Personnellement, ça ne me choque pas plus que ça. Ça me choque un peu devant Ja Morant, mais soit, tranchons, ok. Je t'avoue que moi j'aurais plus vu vers Wagner, vers Kyrie surtout en fait. Kyrie me semble un point intéressant. Derrière Ja alors, derrière Ja Morant. Ouais, non mais restons comme ça. Je sais pas. En fait, bon bref. Non mais il y a des grosses saisons de création, il y a le gros volume de Harden aussi, tu vois. Le scoring est pas génial, mais pas génial pour des standards de top 5 NBA quoi. Si tu me demandes qui fait une meilleure saison entre l'attaque d'Harden ou l'attaque de Williams, je pense qu'il y a pas photo. Et après, c'est à quel point est-ce qu'on donne de la valeur à la défense quoi. À la défense. Ouais. Et je pense qu'un pivot, j'aurais tendance à le mettre dessus. Williams, on est un peu entre deux quoi, j'ai l'impression. Il y a quand même ce dépassement de fonction, donc. Bon ok, mettons-le là, on le colle à Harden alors, comme ça il a Harden, Irving,
Et il est pas loin non plus de Cade, mais Et de Kawhi aussi, il doit être pas loin de Kawhi du coup. Ouais, alors Kawhi pour le coup, c'est pas le vrai Kawhi quoi. Mais je te rejoins que on va dire que sur la théorie un peu absolue, je pense que je préfère largement Williams à Cade. Oui, Cela dit, il y a un côté inefficacité pour l'un, un peu plus efficace que d'habitude pour l'autre. Il y a un côté plein de ballons pour Cade, alors que Williams les a pas eu. Mais clairement, l'évaluation positive va au niveau de Cade pour moi. Je te rejoins. Au niveau de Chet, en fait. Chet et Williams, j'arrive pas trop à les séparer, en fait. Mais ok, très bien. Faisons comme ça. Et donc, petit quiz pour terminer. Nous sommes le 16 janvier 2025. Et c'est un contre en transition durant le match retour contre les Cavs. Le fameux, quand il gagne de 40 points alors qu'il n'y a ni Chet, ni Hartenstein, ni personne. Ça joue avec Brandon Carlton sur le terrain. Et pourtant, ça explose les Cavaliers. Mais qui est sur le terrain? J'aurais pensé que tu m'aurais mis le double contre les Pels. Mais bref. Ah, j'ai déjà fait les Pels une fois, donc je voulais pas te... Ah oui, c'est vrai. Bah donc, il y a Jalen Williams, il y a Shai Gilgeous-Alexander. Ouais. Il y a Cason Wallace. Exactement. Allez, il y a Lugensdort. Il y a Lou Dort et il y a le dernier numéro 6 de l'histoire. Jalen Williams. Exactement, Jalen Williams, tout à fait. Ouais. J'ai vu l'info, ouais. Qui a pu garder le numéro parce qu'il l'avait avant le retrait du maillot suite au décès de Bill Russell. Et je crois que c'est Dan Jordan qui, ça y est, le plus en NBA des Jordan. Donc Jalen, seul représentant du numéro 6. Éternel dernier. Éternel, ça s'il se fait échanger, il pourra pas reprendre le 6 dans sa prochaine équipe. Hein. Donc ça se trouve, dans 2 mois, c'est fini, tu vois. Oui, mais ce sera à tout jamais le dernier numéro 6 de NBA. C'est vrai. À jamais les derniers. À jamais les derniers. Aux Cavs, il y a Mitchell. Exactement, c'est lui qui se fait détruire sur la contre-attaque par Williams. Mitchell, qui joue avec Isaac Okoro, je sais pas pourquoi je tente lui en premier, mais... Non, bien tenté, mais non. Pourquoi pas? Jarrett Allen? Oui. Mobley? Pas. Oui. Ah, il joue avec les deux. Alors, Mitchell, Mobley, Allen. Après, il doit y avoir du spacing. Max Strus, il était déjà revenu? Non, c'était quelqu'un d'autre qui était au marquage de LGA en premier rideau sur les 2 matchs. Match aller, match retour. Exactement, Dean Wade qui avait le match-up SGA en janvier. Et Garland, tout simplement. Exactement, Darius Garland. Tu vois, c'est simple, hein, très simple. Hein. Ah bah oui. Je me suis dit, le classement va être compliqué, je vais prendre un quiz simple, comme ça. Il faut rééquilibrer. Comme ça, ça compense. Et donc, dernier cas, et c'est pas dit qu'on le mette au-dessus, mais on verra. Bam Adebayo, 34 minutes par match, 78 matchs, 18 points, 10 passes, 10 rebonds et 4 passes de moyenne quasiment cette saison 2025. J'arrondis, mais c'est plus joli. 23% d'usage pour le coup et une efficacité qui est moins 3% relatif à la moyenne. Pour te lancer, plus les saisons avancent, plus il prend de ballons en attaque et moins c'est intéressant. Et oui. Et moins il y a de créateurs à Miami. Et puis là, il y a plus Jimmy Butler, carrément. Donc, il y a eu de plus en plus de responsabilités. Mais t'as un peu un joueur qu'on connaît, qui est un peu le côté exceptionnel défensivement, parce que tu peux presque tout faire avec lui, et ultra polyvalent. Et le côté en attaque, main à main, avec un peu de dribble aussi. Donc, c'est pas juste du main à main statique, mais c'est lui qui peut aller vers les gars aussi. Et ça, je trouve ça cool. Mais pour le coup, c'est un peu... Parce que j'étais un peu passé à côté de la saison de Miami, j'avoue. Donc, c'est un peu celui que j'ai le plus revu d'extraits ou de matchs. Et c'est vrai que ce que je trouve intéressant, c'est aussi... alors, on l'a dit, le résultat, l'efficacité est pas terrible. Mais il y a 2 choses que je me suis noté, que je trouve intéressantes. C'est le côté où presque ils en font en porteur de balle, en tout cas initiateur de certaines attaques, où il remonte la balle et c'est un peu lui qui va jouer un pick and roll inversé pour commencer avec Duncan Robinson, un truc comme ça. Mais surtout un truc sur lequel j'étais passé complètement à côté, c'est qu'il a pris presque 3 tirs à 3 points par match. Oui. Et ça, c'est quand même fou parce que ça change pas mal la valeur du joueur, je pense, ou en tout cas le profil. Et c'est rentré à 36%.
Ouais. 36%, donc c'est quand même pas mal. Et je me suis dit, tiens, je vais aller me faire tous les tirs à 3 points de Bam Adebayo pour voir si il est respecté ou pas. Et je trouvais que c'était assez marrant parce que selon les équipes, tu vois, genre Boston, ils mettent Porzingis dessus et il est pas du tout respecté. Ouais. Et puis contre les Spurs, il reçoit des hard close-out, quoi. Donc c'est un peu dur à évaluer. Après, c'est vrai que c'est peut-être un peu plus théorique que vraiment pratique, parce que dans la pratique, ça reste un joueur qui a pas été efficace, quoi. Je peux te dire que concrètement, 2,8 3 points tentés par match, 2,8. Sur ces 2,8, il y en a 1,9 qui est pas ouvert, qui est grand ouvert. Donc pour l'instant, je pense que on va dire que ça pourrait commencer à terme changer le profil, je suis d'accord. Mais pour moi, on est encore un peu zone 2018. Derek Favors, tiens, mets-toi dans le corner et shoot parce que Gobert il va être dans la raquette, prends des 3 points dans le corner. Mais on n'est pas encore arrivé à bout, au bout du process, on va dire. Mais dans l'idée, ça pourrait totalement changer à terme, quoi. Mais du coup, c'est pas l'exercice du jour, quoi. C'est un peu ça le truc, quoi. C'est un peu ça le truc, parce que dans les faits, ça reste un joueur qui a pas de gravité, quoi. Ça reste un joueur qui attire pas les défenses. Ouais. Et tu vois, ce qui se passe, ce que j'ai bien aimé, c'est un peu ce que faisait Minnesota avec Towns et Gobert, c'est-à-dire qu'en gros, il y avait 2 écrans. Et en gros, Towns popait à 3 points, là où Gobert roll au panier, et du coup, t'as un peu un dilemme dans la défense. Donc là, il faisait pareil avec Adebayo et Ware. En fait, c'est flagrant, mais en fait, t'avais toujours la défense qui allait sur Kelly Ware, et Adebayo qui était grand ouvert. Donc, c'est vrai que pour l'instant, le rayonnement de tout ça est pas énorme, et je pense que là, pour reprendre un petit terme, il est passé au révélateur, et je pense que c'est un peu le côté négatif, quoi. C'est que, en fait, je saurais pas expliquer précisément pourquoi, mais c'est un joueur qui arrive pas à aller jusqu'au cercle de par son dribble et qui est un peu forcé aussi de prendre des mi-distances, quoi. Oui, alors c'est vrai que là-dessus, c'est pas non plus un créateur de base qui est génialissime, hein. Il y a un peu de, je me souviens déjà à la fac, c'est un défenseur, quoi, je veux dire. C'est pas genre un mec qui était hyper coté au lycée pour la création, etc. Et c'était un peu enfoui et ça va ressortir. Donc il a pas ce bagage et ce capital de base, et en effet, voilà, sur des post-up, il a pas trop les moves, même sur des drives ou quoi que ce soit. Alors il peut driver, hein, dans l'espace, mais ça va pas être tout le temps à haute qualité, haute quantité forcément. Mais en effet, tu fais bien de le souligner, c'est l'année où il va le moins au cercle de sa carrière. On est à 27% de tirs au panier. C'est marrant, mais tu compares en début de carrière, en tant que rookie, il était à 73% de tirs au panier. En fait, ça s'est effondré fou, hein. en une petite dizaine d'années, de 73, 69, 59, 45, 50, 40, 35, 27. Il est jamais allé aussi peu au panier qu'actuellement. Et c'est aussi un truc dommage, je trouve, c'est que moi, les versions que j'aimais bien, c'était quand même un défenseur on va y arriver, un des meilleurs défenseurs de NBA, mais qui avait un peu ce côté, un peu de création parfois, mais aussi de la finition. Ça n'a jamais été un athlète hyper vertical en termes d'explosivité. Il pouvait quand même finir de manière aérienne, mais c'est pas du pop vertical d'élite. C'est pas non plus des centimètres si grands que ça. Au final, il est quand même un peu petit, avec des longs bras, mais un peu petit. Donc voilà, c'est aussi pour ça qu'il est bon en switch. Hein. C'est parce que c'est pas un mec aussi grand que d'autres. Mais du coup, il y avait un peu ce côté où c'était sympa en finition au panier et de off ball, je veux dire, en roll du pick and roll. Et ça allait de moins en moins, quoi. En tout cas, il est pas utilisé. Donc, tu vois, c'est un peu pour ça que son jeu penche aussi de plus en plus vers la mi-distance. C'est pas que des longs tirs à 2 points, mais au contraire sur un peu la short mi-distance, la zone des flotteurs ou des hook-shots. Parce que désormais, et c'est peut-être lié à l'absence de Kyle Lowry qui a un peu disparu, qui était un top meneur, l'absence de Butler aussi maintenant qui est parti. Bon, Hero est par là, mais peut-être que ça manque aussi de playmaker pour lui de redonner ses tirs faciles, et qu'à la place, tiens, prends isolation, on prend post-up, et comme tu dis, à partir de ces situations, il n'arrive pas à aller jusqu'au panier, et donc d'où l'immense 43% de fréquence de tir, donc presque un tir sur 2 tenté dans ces fameuses zones des flotteurs hookshot, quoi, dans la short mi-distance, ce qui est une zone dans laquelle il est pas mal, mais c'est une zone en soi qui est pas rentable. C'est aussi, voilà, quand tu prends un fadeaway à 2-3 mètres du panier, t'as moins de proba de provoquer une faute que si tu vas jusqu'au panier, attaquer le contact, attaquer le cercle, etc. Donc il y a ça aussi en termes de rentabilité. Juste prendre le face-up jumper ou le fadeaway jumper, il y a moins de retombées que quand tu vas jusqu'au panier, ou voilà, donc ce genre de choses. Donc ce qui fait qu'au global, on a un mec qui est capable de créer, mais qui, je pense que ça y est, les fans de Miami commencent peut-être à s'en rendre compte qu'en fait, il vaut mieux
un peu arrêter d'accélérer sur le côté donner plus de ballons, quoi, parce que c'est pas son profil et que c'est pas grave si tout le monde n'a pas le potentiel d'être une première option d'équipe en un sens. Oui, et tu vois, je pense que sur le côté, ce qui lui fait un peu de mal aussi sur la finition, c'est que du coup, bah, il est un peu forcé aussi de ne plus être dans la raquette parce qu'on veut libérer la raquette aussi à Kelly Ware. Il n'a pas énormément joué, Ware, mais c'est un peu lié aussi parce que lui, pour le coup, c'est une vraie menace de rôle ultra verticale, ultra athlétique, Ouais. etc., etc. Et après, bam, il y a quand même le côté, pareil, c'est un peu dur à évaluer aussi, mais le côté passing, c'est un joueur qui est très orienté passing. Tu vois, 0,86 d'assist par usage pour un pivot, c'est quand même ça, et ça a toujours été dans son profil. Mais pareil, c'est vu, en fait, ça vient aussi du scoring qui pèse pas assez sur la défense. Mais c'est souvent plus du main à main et du passing un peu statique que vraiment du passing, tu vois, de drive and kick ou des choses comme ça. Je sais pas, mais ça, il l'a pas du tout. Mais du coup, genre, c'est un peu un joueur qui est dur à évaluer offensivement parce que tu te dis, ok, c'est un pivot qui a le passing et le main à main, donc c'est quand même un plus. Ok, il peut un peu se créer, il est assez fluide, c'est un plus, mais en fait, il va que dans la mi-distance. En fait, c'est pas tant une menace de rôle. Donc, qu'est-ce que tu fais de la valeur offensive? Au final, c'est quand même rare d'avoir un pivot qui est en dessous de la moyenne en efficacité. Je pense qu'il y a lui et Şengün, quoi, cette année. Mais il doit pas y en avoir beaucoup d'autres, quoi, en réalité. Mais c'est vrai que d'un autre côté, tu vois, c'est quand même, ça reste quand même un défenseur d'élite de NBA et qui a pour lui une polyvalence qui est assez incroyable, quoi. Bah, oui, et l'aspect que t'as évoqué sur le passing, c'est le côté plaque tournante, mais effectivement, je te concède qu'il n'y a pas non plus une valeur ajoutée comme d'autres moteurs d'attaque un peu plus hub offensif d'élite, on va dire, pour le coup. Il peut le faire, il est totalement fonctionnel là-dessus, même plus que fonctionnel, il peut être bon, voire très bon, mais c'est pas comme si, je te rejoins, il compensait totalement, tu vois, un manque de création pure, d'isolation ou de post-up par, ah oui, mais il est aussi génial sur du passing posto, passing en 5-out offense, etc. Il est capable, voire même bon, voire même très bon, mais peut-être pas élite. Donc c'est vrai qu'il y a aussi cet aspect-là à prendre en compte. Et voilà, tu vois, le stat qui est un peu marquant pour moi, c'est les rôles du pick and roll, où en fait, il a toujours eu des plutôt bons scores. Et cette année, tu vois pourquoi, on est à 0,96 points par possession sur des rôles. Ce qui est ridicule, hein, parce que la réussite attendue sur des rôles, elle est censée être, quand même beaucoup plus haute. Alors tu me diras, c'est peut-être parce qu'il prend des pick and pop désormais et qu'il les met pas, donc ça fait un peu baisser. Oui. Mais au final, ça fait pas efficace de ce point de vue-là. Isolation, on est sur 50e centile à peu près, donc c'est pas la folie non plus. Et mince, j'avais noté aussi les post-up, où sont-ils? Voilà, post-up, on est à 2,5 par match, 0,82 points par possession, 22e centile, à peine mieux que 22% de tous les autres joueurs NBA sur la stat. Donc l'aspect de création pure est un peu limité, mais heureusement, il y a ce passing un peu plaque tournante qui est assez cool. La finition, je pense qu'on pourrait faire beaucoup mieux, mais c'est pas exploité. Donc ça, c'est dommage. Et oui, la défense, pardon, pour aller là-dessus, ça reste encore un des meilleurs défenseurs de NBA, je pense, qui va pas avoir une présence au panier de fou, mais qui est peut-être un des meilleurs défenseurs de switch de toute la NBA et qui est un peu la clé de voûte de cette défense de Miami. Même si, avec une saison moins compétitive, on n'a pas non plus une défense à ce point fabuleuse de Miami, mais ça reste quand même un combo, je sais pas ce que t'en penses, mais un combo de switch, mais aussi de solidité. C'est-à-dire que c'est un mec qui peut switcher un peu partout, mais qui dans le même temps, quand il faut défendre Jokic, il peut être en premier rideau et résister juste assez, quoi. Et ça, il y a Draymond, ok, qui est encore à part, il y a Draymond et Bam, mais après, il y a pas beaucoup, quoi. Tu vois, qui ont un peu ce combo de puissance et tout de même de mobilité. Ouais, pour le coup, qui switch vraiment sur les 5 postes, vraiment, je pense que c'est les deux seuls, quoi. Où tu te dis, c'est vraiment, tu vois, parce que Anthony Davis, tu peux le faire switcher, mais c'est beaucoup moins fluide, quoi. C'est beaucoup moins léger, c'est beaucoup moins tout ce que tu veux, quoi. Là, t'as vraiment l'impression d'avoir un meneur dans un corps de pivot, quoi, avec Bam Adebayo et Draymond. Donc ouais, ça c'est quand même une grosse valeur, pour son profil, quoi. Et c'est là, comme tu dis, c'est la clé d'une défense de Switch, ça restera à peu près toujours ton pivot, quoi. Ton pivot est en fait tes deux extrémités, quoi. Et donc Bam Adebayo en fait partie.
Et donc, où mettons Idriss Adebayo dans ce classement? Oh là là. Bah, du coup, j'ai envie de te dire que moi, en fait, je sais pas à quel point tu pénalises son inefficacité. Parce que, quand même, ça joue, quoi, sur un gros volume comme ça. Donc, je dirais, fourchette basse, c'est, en gros, ouah. Euh, J'allais dire Jimmy Butler, mais en fait, non, il doit être pour moi au moins devant Desmond Bain. Qu'on a baissé, on l'a baissé Desmond Bain. Ah oui, oui. Donc, Bain, on l'a mis au niveau de De'Aaron Fox et Hero. Ok, donc Butler, je dirais fourchette très basse. Fourchette basse. Et fourchette haute, bah un peu pareil, hein, j'ai envie de te dire. Bah du coup, le haut du groupe, Evan Mobley, Chet Holmgren. Bah, c'est les comparaisons intéressantes. Je pense que sur cette saison, je préfère Mobley et Holmgren pour l'apport offensif. Sachant que la défense est aussi aussi géniale, quoi. Tu vois, mais Chet, il y a quand même le shoot. Mobley, il y a quand même un peu de création dont on a parlé déjà. En plus, c'est efficace, Mobley. Et il y a plus de finition pure. Ce qu'on a dit qu'il manquait un peu à Bam, lui, il en profite. Donc ça, j'ai l'impression que ça accumule un peu plus de valeur. Donc c'est un peu peut-être mon point haut. Et la comparaison avec Gobert aussi m'intéresse parce que j'ai l'impression que c'est peut-être l'année où je vais descendre un peu, où j'aurai envie de descendre un peu Bam et de le mettre à peu près au niveau de Gobert. Alors que d'habitude, je trouve que Bam est quand même bien meilleur offensivement, plus viable, etc. Oui. Mais peut-être que, tu vois, plus on avance, plus il prend ses fadeaway jumpers et moins c'est rentable. Et de l'autre côté, je trouve quand même que Gobert est un peu plus intéressant en défense. Et Gobert est plus sobre en attaque, mais quand même beaucoup plus efficace, etc. Moins pénalisant, ouais. Moins pénalisant. Et moins pénalisant. Oui. Mais ouais, tu vois ce que je veux dire, quoi. Oui. Bah, dans le sens où, il est pénalisant parce qu'il prend pas de tir, mais Bam est pénalisant parce qu'il prend les tirs, quoi. En quelque sorte. Donc, ouais, je trouve que c'est pas évident. Au final, j'aurais tendance. Ouais, Gobert, du coup, il est où exactement? On l'a mis au niveau de. Alors, je te redis le classement. On a Mobley, puis Chet Holmgren, puis Cade Trae Young, Ja Morant, Gobert et Williams. Donc, en fait, on pourrait le coller à Williams. Ah oui. Oui. Sachant que Williams, on a aussi hésité à le mettre 2 places au-dessus par rapport à Ja Morant aussi. Donc, non, mais tu vois, c'est peut-être l'année où je me dis, Bam est moins intéressant offensivement. Donc, sans doute que ça vient compenser un peu par rapport à Gobert, j'ai l'impression. Ouais, ça me va juste derrière Gobert, ça me semble pas mal. Hein. Ça me semble pas mal. Donc, Gobert, Bam et du coup, Williams, les trois seraient collés un peu comme ça. Je suis d'accord que la fourchette haute peut monter un peu plus haut, mais la fourchette haute de Williams aussi, hein, finalement. On a dit la fourchette haute de Williams peut aller jusqu'à Cade, hein. C'est ça qu'on avait dit, non? Coller un peu à Chet. Ouais. Même ça me tente de le faire d'ailleurs. Ça me tente de le faire. Ouais. Vas-y Guillaume, fais-le. Non, on va pas changer comme. Mais faisons comme ça, on récoltera d'autres avis. Mais je suis d'accord. Ouais, ça me tente. Mais très bien. Et donc petit quiz pour terminer. Nous sommes le 26 décembre 2024. Et c'est un contre spectaculaire contre le Orlando Magic. Mais qui est sur le terrain au moment de ce contre spectaculaire de Bam Idriss Adebayo? Putain, le 26 décembre, on était en pleine digestion. Il y a Tyler Hero. Oui. Il y avait qui? Il y avait Duncan Robinson. Exactement. Ok. Il y avait qui? Il y avait Nikola Jovic. Pas sur le terrain. On a un joueur qui a été envoyé à Brooklyn. Il y a qui d'autre? Ça me reviendra peut-être un peu après. Et on a un sophomore qui est un peu déçu cette année. Un sophomore? Ah, Raquez. Jaime Raquez. La plus belle moustache de NBA, Jaime Raquez. Et le 5e, non, c'est vraiment un défenseur très long et très grand de Miami. Très connu. Très connu. Ouais, Udonis Haslem, non. Il y avait un pivot de Dallas qui s'appelait comme ça à l'époque. Il s'appelait Brendan Haywood. Et donc... Haywood A. Smith? Exactement, Haywood A. Smith, tout à fait. Ah, mais j'étais persuadé qu'il était encore à Miami. Il est à Miami. Mais je veux dire, cet été, il a été échangé aux Nets. Ah, d'accord. Ok, pardon. Je croyais qu'il avait été échangé pendant la saison. Et côté Orlando, alors? Orlando, Franz Wagner. Franz n'est pas sur le terrain, non. Ah, non, il doit être blessé. Anthony Black. Putain, c'est le seul qui est pas blessé. Non. Non. Wendell Carter. Non plus.
Ça commence bien. C'est Jonathan Isaac. Non plus. Paolo Banchero. Non plus. Mo Wagner. Non plus. Goga Bitadze. Exactement. Goga se fait contrer par Bam Adebayo au panier. Exactement. Goga. Attends, donc là, j'en ai qu'un seul. Oui. Jalen Suggs, il était blessé. Exactement. Jalen Suggs, facile. On a quelqu'un qui est un fils de. Jet Howard, j'allais dire Jet Howard, mais je sais pas si c'est un fils de Jet Howard. Ah oui, c'est vrai que c'est le fils de Juwan Howard. J'avais oublié ça. Non, le fils d'un meneur des Knicks années 90. Il a été échangé dans l'échange de Bane. Et ensuite, il est parti aux Bucks. Ah, Cole Anthony. Cole Anthony, exactement. On a un rookie qui vient... un rookie brésilien. J'allais dire Bruno Caboclo, mais... Non, mais oui, mais qui est allemand en vrai. Tristan da Silva, non? Oui, c'est vrai, pardon. Pourquoi je dis brésilien, moi? Je pense à da Silva. Oui, Tristan da Silva, exactement. Et ensuite, on a Freddie Mercury qui voyage. Freddie Mercury qui voyage. Freddie Mercury qui voyage, il prend... Alors, si je te dis Freddie Mercury, à quoi tu penses? À Queen. Et qui voyage? Quoi? Ouais, je te l'accorde. C'était Traveling Queen. Ah, Traveling Queen. Ah ouais. Traveling Queen est sur le terrain avec Da Silva, avec Cole Anthony, Suggs et Goga Bitadze. Celui-là, il est pas mal. Hein. Autant il y a des indices. Il était très très bien. Ils sont honteux. Bien. Celui-là, il était pas mal. Mais bref. Voilà pour Freddie Mercury. Donc je rappelle, on a parlé aujourd'hui de Bam Adebayo et de Williams, qu'on a les deux insérés au niveau de la 15e place en fait, hein, quasiment. Mais est-ce que je monte Williams? Non, allez, restons comme ça. Mais ça me titille. Mais bref. Donc Bam et Williams au niveau de la 15e place. On a parlé aussi de Tyrese Maxey, un peu en dessous au niveau de la 30e place entre Jaylen Brown et DeMar DeRozan, Jamal Murray, un peu ce groupe-ci. On a inséré Walker Kessler qui va être notre hot pick du jour qu'on a mis au niveau de la 50e place à peu près, avec McDaniels et Lou Dort, et avant d'autres créateurs un peu plus imparfaits. Naz Reid est un peu plus bas également, 5e joueur du jour, Naz Reid, qu'on met au niveau de Rui Hachimura à peu près. Eh bien, ça nous fait une cuvée pas simple, à ma foi, entre Bam versus Jalen et entre le cas Kessler. Finalement, on y est arrivé, mais c'était pas simple, hein, Baptiste. Ouais, mais c'est pour ça qu'on aime ça. C'est quand il y a des débats intellectuels, ou en tout cas on essaye, qui sont intéressants. Qui se font passer pour intellectuels, hein. C'est surtout ça c'est surtout ça. Bon, en tout cas, merci beaucoup Baptiste d'être passé sur le top 100 une nouvelle fois. Eh bien, avec grand plaisir et bon courage au prochain pour classer tout ça. Merci à tous d'avoir suivi cet épisode, j'espère que ça vous aura plu. Et donc voici pour une nouvelle cuvée et pas mal de reclassements. C'est vrai que là, au montage, en réécoutant, je me disais, est-ce que vraiment on a fait le bon choix sur Bam versus Gobert? Peut-être pas, je ne sais pas. Bon. L'idée, en tout cas, grosso modo, c'est que on a à peu près ces joueurs dans le même tiers, dans le même chapeau, on va dire. Je pense pas qu'il faille pinailler à une place près, donc pour moi, si on est une place ou 2-3 au-dessus ou en dessous, c'est à peu près la même chose. Mais voilà, on essaie de classer. N'hésitez pas aussi à venir soit en discuter sur le Discord, soit venir, sinon on a je rappelle, le site en description, le NBA Visual, fait par notre ami Garincha du Discord. Donc un site où vous pouvez venir classer vous-même, faire votre propre classement petit à petit en temps réel ou faire directement le top 100 comme vous le voulez. Et donc nous, de notre côté, on va se retrouver demain, évidemment pour la suite, le 15e numéro du top 100. Et demain, c'est une belle cuvée. Demain, on va parler notamment de Darius Garland, de Mikal Bridges, de Jrue Holiday, de Anthony Simons, tiens, les deux qui ont été échangés l'un contre l'autre, et de Pascal Siakam. Et donc, sur ce, je vous remercie une nouvelle fois de nous avoir écouté jusqu'au bout. Un grand merci à Baptiste d'être passé sur le Basket Lab, et moi je vous dis à très bientôt. Ciao.